L'histoire commence dans un désert de sable, où le prince Arnold se prépare à terrasser un énorme minotaure à lui tout seul. Mais à ce moment précis, son majordome, nommé Sébasse, l'arrête pour lui transmettre une grave nouvelle en l'informant que le général Dominique est mort. Arnold demande immédiatement si le général a été assassiné ou non, mais Sébasse admet que les détails entourant sa mort restent encore flous. Sébasse ajoute aussi qu'il doute que qui que ce soit prenne même la peine de demander une enquête pour découvrir qui pourrait être responsable de ce meurtre. En mettant ce sujet de côté pendant un instant, Sébasse remarque qu'Arnold tient son masque d'aventurier dans la main, et il lui demande pourquoi il le transporte avec lui puisqu'il n'y a même pas une seule autre personne dans les environs pour le voir. Arnold explique que c'est simplement une mesure de précaution, parce qu'il sait parfaitement quel genre de chaos éclaterait si les gens découvraient un jour que le prince Arnold se fait secrètement passer pour un aventurier depuis tout ce temps. Sébasse avertit Arnold qu'il devrait vraiment arrêter de jouer à l'aventurier puisque c'est un passe-temps extrêmement risqué pour quelqu'un dans sa position. Mais Arnold rappelle simplement à Sébasse qu'il est déjà largement connu dans tout le royaume comme le prince insipide, principalement parce que son petit frère a fini par absorber tout le talent naturel de la famille. Puisque c'est déjà ainsi que les gens le voient, Arnold dit qu'il peut aussi bien faire ce qu'il veut. Cela dit, il met son masque et se présente sous son alias secret, Silver, l'aventurier de rang SS. Grâce à sa magie ancienne, il terrasse le minotaure géant en seulement quelques secondes. Silver retourne ensuite à la capitale impériale et se rend directement à la guilde des aventuriers. Tous ceux qui se trouvent à l'intérieur restent complètement choqués au moment où il dépose une corne de minotaure sur le comptoir, prouvant qu'il a réussi à vaincre la créature entièrement par ses propres moyens. La réceptionniste remet joyeusement sa prime à Silver et lui dit à quel point elle est heureuse que l'un des 5 aventuriers de rang SS de tout le royaume soit affecté à cette branche en particulier. Silver demande simplement à la réceptionniste de lui donner la priorité absolue chaque fois qu'une mission difficile se présentera, puis il dépose quelques pièces sur le comptoir afin qu'elle et les autres aventuriers présents puissent aller boire rapidement un verre. Après cela, Arnold retire son masque, ouvre un portail magique et retourne directement au palais royal où il reprend ses devoirs quotidiens en tant que soi-disant prince insipide. Arnold apparaît ensuite en réunion avec son frère jumeau Léonard où tous les deux discutent de la manière dont le général Dominique a pu mourir si soudainement. Ils sont tous les deux presque certains que quelqu'un l'a assassiné, mais aucun d'eux n'a la moindre idée de qui pourrait être responsable, et ils s'accordent tous deux à dire que lancer une enquête complète maintenant ferait probablement plus de mal que de bien. Vu la position dangereuse dans laquelle il se retrouve désormais, Arnold dit à Léonard qu'il va devoir se battre activement pour le trône, sinon ils pourraient tous les deux finir morts. Léonard est d'abord un peu hésitant à cette idée, mais après qu'Arnold lui rappelle tous les désastres qui pourraient potentiellement s'abattre sur eux s'ils n'agissent pas, Léonard finit par accepter de suivre le plan. Arnold dit à Léonard que la toute première chose qu'il doit faire est de constituer sa propre force personnelle afin qu'aucun ennemi ne puisse plus jamais les menacer. Pendant ce temps, Arnold dit qu'il se concentrera lui-même sur la formation d'alliances politiques, même s'il admet qu'elles ne seront probablement pas si solides que ça, puisque la plupart des puissantes familles nobles sont déjà rattachées à l'une des 3 factions existantes. En voyant à quel point Arnold parvient à rester calme et posé tout en gérant des problèmes aussi sérieux, Léonard commence à penser qu'Arnold serait peut-être en réalité plus adapté au rôle de roi que lui-même. Mais Arnold insiste sur le fait qu'il n'est honnêtement pas du tout ce genre de personne, il veut simplement vivre le reste de sa vie dans la paix et les loisirs aux côtés de sa future magnifique épouse. En plus de tout cela, il explique qu'il a sincèrement besoin que Léonard devienne empereur pour des raisons qui lui sont propres. Plus tard, Arnold a une conversation privée avec Sébasse qui lui demande pourquoi il ne révèle pas simplement à tout le monde qu'il est en réalité l'un des 5 aventuriers de rang SS. Arnold lui rappelle que l'utilisation de la magie ancienne est considérée comme un sérieux tabou parmi la noblesse depuis de nombreuses années. Donc révéler ce fait ne ferait qu'apporter un conflit inutile qu'il n'a tout simplement pas le temps de gérer pour l'instant. Si Arnold devait être dévoilé comme étant Silver, les gens apprendraient aussi qu'il utilise secrètement la magie ancienne depuis tout ce temps, ce qui finirait par être très mauvais pour les chances de Léonard de devenir empereur. En mettant cette inquiétude de côté, Arnold demande alors à Sébasse s'il existe par hasard des familles ducales qui ne sont actuellement pas intéressées par la lutte pour le trône. Sébasse répond qu'il n'y a qu'une seule famille de ce genre, la famille Kleinert. Arnold suppose qu'il doit forcément y avoir une raison pour laquelle ils sont restés si silencieux dans une période pareille. Sébasse explique que c'est parce que leur territoire a récemment été exposé à un dangereux monstre, si bien que la famille est bien trop occupée à gérer cette crise pour se soucier de politique. Arnold envisage l'idée de faire aider la famille Kleinert par Silver à échapper à cette dangereuse situation afin de les placer dans sa dette,
accepte, mais Sébastien ne recommande pas ce plan, car cela pourrait très facilement finir par révéler le lien secret entre Arnold et Silver. Mais Arnold n'est pas inquiet le moins du monde, parce qu'il sait que tout ce qu'il a vraiment besoin de faire, c'est être prudent. Une fois sa décision prise, il enfile sa tenue d'aventurier et se prépare à rendre visite au duc de la famille Kleinert. Mais avant son départ, Sébastien met Arnold en garde au sujet de la fille du duc et de sa beauté incomparable, en l'exhortant à ne pas se laisser aveugler par son apparence. Arnold dit simplement à Sébastien de se détendre, puisqu'il n'est pas le genre de personne à se laisser facilement emporter par ce genre de choses. Il met ensuite son masque et ouvre un portail qui le mène directement au manoir de la famille Kleinert. Cependant, l'un des fils du duc le regarde une seule fois et refuse de croire qu'il est le vrai Silver. Silver tente de sortir sa carte de guilde comme preuve, mais le fils lui dit de ne même pas s'en donner la peine et exige qu'il quitte immédiatement les lieux. Silver se prépare à partir, mais juste avant de le faire, il aperçoit brièvement la fille du duc et admet intérieurement qu'elle est vraiment aussi belle que tout le monde le dit. Arnold rentre chez lui et Sébastien est surpris de voir à quelle vitesse il est déjà revenu. Arnold explique exactement ce qui s'est passé pendant sa visite et dit qu'il prévoit de retourner une nouvelle fois au manoir, mais cette fois en tant que prince Arnold au lieu de Silver, afin que le duc soit forcé de vraiment l'écouter. 5 jours plus tard, Arnold arrive au manoir des Kleiner et a une conversation privée en tête-à-tête avec le duc. Après avoir échangé les salutations formelles habituelles, Arnold entre directement dans le vif du sujet et dit au duc qu'il est parfaitement au courant du problème de monstres qui ravage actuellement son territoire. Arnold explique que c'est exactement pour cette raison qu'il a demandé à Léonard d'envoyer le légendaire aventurier de rang SS, Silver, pour venir régler la situation. Et pourtant, malgré tout cela, Arnold dit au duc qu'il a tout de même refusé de rembourser cette dette en se rangeant de leur côté dans leur course au trône. Le duc insiste sur le fait qu'il n'avait absolument aucune idée que Silver était déjà venu à son manoir plus tôt, et il supplie Arnold de lui pardonner tout en promettant d'enquêter personnellement sur cette affaire. Au moment où le duc quitte la pièce, un sourire satisfait se dessine sur le visage d'Arnold, tandis qu'il réalise que tout s'est déroulé exactement comme prévu. Le fait que quelqu'un de cette demeure ait chassé Silver ne fera finalement que placer le duc encore plus profondément dans leur dette. Arnold reconnaît que c'était une manœuvre sale et manipulatrice, mais il ne voit honnêtement aucun problème à salir un peu sa propre réputation si cela permet d'offrir à Léonard de meilleures chances. Environ 10 minutes plus tard, le duc revient dans la pièce, cette fois accompagné de son fils, et présente de profondes excuses à Arnold en expliquant que c'était en réalité son propre fils qui avait renvoyé Silver plus tôt. Le fils tente d'argumenter qu'il n'avait absolument aucun moyen de savoir que le vrai Silver se présenterait un jour à leur manoir, mais le duc lui ordonne simplement de se taire et d'arrêter d'aggraver davantage une situation déjà assez mauvaise. Le duc essaie ensuite d'offrir l'un de ses fils à Arnold en guise de cadeau d'excuses officielles, mais Arnold refuse catégoriquement en disant qu'il n'a aucun besoin de lui ni de son fils inutile. La seule chose qui pourrait vraiment compter comme un cadeau d'excuses digne de ce nom, dit-il, serait quelque chose qui possède une vraie valeur à la fois pour lui et pour son frère Léonard. À ce moment-là, la fille du duc, Finn, s'avance soudainement de nulle part et se propose elle-même comme cadeau d'excuses. Elle explique qu'elle était présente lorsque Silver a été renvoyé, alors elle se considère tout aussi coupable que toutes les autres personnes impliquées. En voyant jusqu'où la famille est prête à aller pour se racheter, Sébastien suggère à Arnold de simplement fermer les yeux sur tout cet incident pour cette fois. Au début, Arnold hésite à simplement laisser passer l'affaire puisque cela permettrait au manque de respect de leur famille de rester impuni. Cependant, après que Sébastien lui rappelle que punir durement ces gens n'est pas quelque chose que Léonard choisirait normalement de faire et qu'aller à l'encontre de ce genre de réputation pourrait sérieusement nuire à son image, Arnold change d'avis. À la place, il demande au duc d'envoyer quelqu'un immédiatement pour retrouver Silver, en disant qu'il lui parlera directement de cette affaire. Quelques heures de plus tard, Arnold et Finn se retrouvent d'une manière ou d'une autre face à face avec Silver, qui leur fait clairement comprendre à quel point il est encore furieux d'avoir été chassé du manoir 5 jours plus tôt. Bien que Silver admette qu'il est toujours prêt à accepter la quête d'extermination, il demande d'abord à Arnold s'il a réussi à conclure un accord qui place fermement le duc de leur côté. Arnold admet qu'il n'a pas encore conclu l'accord, mais il lui assure que cela arrivera très bientôt. En entendant cela, Silver traite une fois de plus Arnold de prince insipide, se moquant de son apparente incompétence comparée à celle de son propre petit frère. Arnold continue de rassurer Silver en lui disant que tout sera définitivement réglé, et il va même jusqu'à incliner la tête devant Silver, ce qui prend Finn complètement au dépourvu, puisqu'il est pratiquement impensable qu'un membre de la famille royale s'incline devant quelqu'un qui n'est même pas noble. En voyant à quel point Arnold est prêt à ravaler sa fierté, Silver accepte finalement de prendre en charge la quête d'extermination
l'extermination du monstre. Cependant, il rappelle à Finn qu'ils comptent tous sur le duc pour respecter sa part du marché, puisqu'autrement, il n'accepterait pas cette quête. Une fois la réunion terminée, Sebas félicite Arnold pour avoir utilisé la magie d'illusion afin de créer une fausse image convaincante de Silver, qualifiant tout ce plan de pur génie. Arnold est simplement soulagé que tout se soit bien passé, puisque Finn est maintenant totalement convaincu que ce qu'elle a vu était réel. Plus tard, sur le chemin du retour, Finn remercie Arnold d'avoir incliné la tête devant Silver en son nom. Elle admet qu'au départ, elle s'attendait à ce qu'il soit quelqu'un de rempli de fierté et d'arrogance, mais il semblerait qu'elle se soit trompée à son sujet. Arnold tente de minimiser toute l'affaire en insistant sur le fait qu'il ne l'a fait que pour son propre intérêt personnel. Mais lorsqu'il regarde Finn et voit le sourire lumineux et adorable sur son visage, cela lui rappelle soudain un lointain souvenir de son enfance, à l'époque où il observait une pluie de météores avec sa mère. Plus tard, ce jour-là, Arnold et Sebas se tiennent ensemble sur la montagne, et Sebas demande à Arnold si le sourire de Finn qu'il vient de voir a réussi à raviver cette même joie qu'il ressentait autrefois lorsqu'il était enfant. Arnold dit simplement à Sebas de se taire à ce sujet. Après cet échange, Arnold commence soudain à remarquer que le désert autour d'eux est absolument rempli de slime. Sebas explique qu'un autre groupe d'aventuriers a récemment été envoyé pour s'occuper précisément de cette zone et qu'ils ont manifestement été très occupés à gérer l'infestation. Arnold comprend déjà qu'il y a autant de slime parce que la mère Slim continue sans cesse d'en mettre au monde de nouveau, ce qui signifie que l'essaim ne s'arrêtera jamais à moins que quelqu'un ne parvienne à éliminer la source elle-même. Arnold se transforme immédiatement en Silver et part rejoindre le groupe d'aventuriers où on lui présente leur chef, un homme nommé Abel. Les membres du groupe reconnaissent instantanément Silver comme l'un des très rares et célèbres aventuriers de rang SS. Silver leur demande s'ils ont officiellement été chargés de gérer cette situation particulière et l'un des membres du groupe prend la parole expliquant qu'ils n'ont tout simplement pas réussi à porter un coup fatal à la mère Slime puisqu'il manque clairement de puissance de feu pour terminer le travail, raison pour laquelle ils se sont repliés à la place. Silver propose de prendre la quête en charge lui-même, mais il sent clairement que le groupe d'Abel hésite puisqu'il préférerait gérer la situation entièrement par leurs propres moyens. Cependant, Silver les avertit que s'ils insistent pour suivre cette voie, il se contentera de signaler l'affaire à la guilde des aventuriers et de la faire classer comme requête d'urgence, ce qui lui permettrait d'accepter la quête malgré tout. Il n'y a donc vraiment aucune raison pour eux d'essayer de lui en refuser l'accès. Abel comprend la logique de l'argument de Silver et accepte de le laisser s'occuper personnellement de la mère Slime. Silver félicite Abel de ne pas avoir laissé la cupidité prendre le dessus sur son jugement, puis il s'éloigne pour aller régler lui-même l'infestation de slime. Silver commence à lancer sa puissante magie ancienne et parvient à anéantir chaque slime, y compris la mère slime elle-même, en un seul coup destructeur. Abel et le reste de son groupe sont absolument stupéfaits de voir de la magie ancienne utilisée en personne pour la toute première fois, mais avant même que l'un d'eux puisse penser à lui poser la moindre question à ce sujet, Silver ouvre simplement un portail et quitte entièrement la zone. Silver finit par rentrer chez lui et retire son masque, complètement inconscient du fait que Finn se tient là depuis le début, sous le choc, ce qui signifie que son identité autrefois secrète n'est désormais plus un secret. Arnold se tourne vers Finn et lui demande ce qu'elle fait ici. Finn lui explique qu'elle a préparé elle-même quelques gourmandises et qu'elle voulait simplement les lui apporter pour qu'il puisse en profiter. Elle ajoute aussi qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle n'a absolument pas l'intention de révéler à qui que ce soit son secret. Celui d'être Silver, le célèbre aventurier de rang S, Arnold lui fait remarquer qu'elle vient justement de prononcer ce secret à voix haute il y a à peine un instant. Cependant, il précise que ce n'est pas vraiment un problème car il a déjà déployé une barrière d'insonorisation autour de la pièce. Grâce à cette barrière, personne à l'extérieur ne peut entendre ce qu'ils disent et son secret reste donc parfaitement en sécurité. Arnold est surpris de voir à quel point Finn prend toute cette situation avec légèreté. Il lui demande pourquoi elle ne s'inquiète pas un seul instant qu'il puisse décider de la faire taire par la force maintenant qu'elle connaît son plus grand secret. Finn se contente de sourire et répond qu'elle n'est absolument pas inquiète. Elle explique qu'elle sait qu'Arnold n'est pas le genre de personne à faire une chose pareille. Cette idée ne lui a même jamais traversé l'esprit tant elle lui fait entièrement confiance. En y réfléchissant davantage, Finn comprend enfin pourquoi Arnold s'est donné autant de mal depuis tout ce temps. Il est même allé jusqu'à organiser une rencontre avec la fausse image de Silver et à se qualifier lui-même de prince insignifiant, tout cela dans le seul but d'aider le prince Léonard. Cette prise de conscience ne fait que renforcer l'opinion qu'elle a de lui. Elle est désormais encore plus convaincue qu'Arnold est une personne sincèrement bienveillante et honorable, qui fait toujours
toujours passer les autres avant lui-même. Arnold explique à Finn que cela n'avait jamais posé problème jusque-là, car Seabass était la seule personne à savoir qu'il était en réalité Silver. Seabass s'est toujours montré d'une loyauté irréprochable et n'a jamais laissé échapper le moindre secret, si bien qu'Arnold n'a jamais eu à craindre que son identité soit révélée. Maintenant que Finn connaît elle aussi la vérité, Arnold lui demande très sérieusement de ne jamais en parler à qui que ce soit. Finn accepte sans la moindre hésitation et lui promet sincèrement qu'elle gardera son secret quoi qu'il arrive. Plus tard dans la soirée, Abel et le reste de son groupe rencontrent le duc afin de lui faire un compte rendu complet de la mission qu'ils viennent d'accomplir. Après les avoir écoutés attentivement, le duc les félicite pour les progrès qu'ils ont réalisés et les remercie pour tous les efforts qu'ils ont fournis au cours de cette mission. Il leur présente également ses excuses car il sait que cette tâche s'est révélée bien plus difficile et compliquée que quiconque ne l'avait imaginé au départ. Une fois son discours terminé, le duc ordonne à l'un de ses serviteurs d'apporter une petite bourse remplie d'argent. Il explique que cette somme ne fait pas partie de la récompense qui leur avait été promise. Il s'agit simplement d'une gratification supplémentaire pour leur témoigner toute sa reconnaissance pour ce qu'ils ont accompli. Abel refuse poliment d'accepter la bourse. Il explique au duc que la récompense initialement promise est déjà largement suffisante et qu'il ne peut donc rien accepter de plus. Il reconnaît également avec honnêteté que son groupe n'est pas celui qui a véritablement résolu le problème au final et qu'il ne pense donc pas mériter de récompense supplémentaire. En entendant Abel parler avec autant de franchise et d'humilité, Arnold esquisse discrètement un sourire, incapable de ne pas admirer la sincérité et la droiture d'Abel et de ses compagnons. Après le départ d'Abel et de son groupe, le duc se tourne vers Arnold et le remercie sincèrement pour tout ce qu'il a fait. Arnold lui répond aussitôt que c'est le prince Léonard qu'il devrait remercier et non lui. Il lui explique que c'est Léonard qui souhaitait dès le départ que le duc rencontre à la fois Arnold et Silver. C'est donc à Léonard que revient tout le mérite. En entendant cela, le duc déclare officiellement que sa maison soutiendra désormais le prince Léonard dans sa quête du trône. Arnold accepte cette décision et les deux hommes scellent leur accord par une franche poignée de main. En y réfléchissant, Arnold réalise que cela signifie que Léonard s'est enfin imposé comme la quatrième grande puissance dans la lutte pour le trône aux côtés de ses deux frères et de ses deux sœurs. Le duc fait ensuite remarquer que, malgré cette avancée, la faction de Léonard semble encore manquer de main-d'œuvre. Arnold acquiesce et explique que la plupart des nobles préfèrent encore rester neutres en attendant de voir comment évoluera la guerre de succession. À l'heure actuelle, Léonard a avant tout besoin de nobles dignes de confiance, capables de le soutenir sans finir par le trahir. Le duc demande à Arnold s'il a déjà quelqu'un en tête, mais avant même qu'Arnold puisse répondre, il lui fait sa propre proposition. Il lui suggère simplement d'emmener Finn avec lui. Arnold est complètement pris au dépourvu par cette idée et lui demande pourquoi il proposerait une telle chose. Le duc explique que Finn insiste depuis un moment sur le fait qu'elle souhaite rembourser la dette qu'ils ont envers Arnold. Arnold comprend que Finn désire sincèrement lui venir en aide et comme le duc soutient pleinement sa décision, il finit par accepter qu'elle les accompagne. Peu de temps après, Arnold et Finn montent dans une voiture et prennent la route en direction de la capitale royale, tandis que le duc et le frère aîné de Finn restent devant la résidence pour leur faire leurs adieux. Pendant le voyage de retour, Finn remarque qu'Arnold est inhabituellement silencieux. Elle lui demande si quelque chose le tracasse, car il a l'air un peu contrarié. Arnold admet qu'il est frustré. Il lui explique que la lutte pour le trône a causé d'innombrables morts au fil de l'histoire et que, pour cette raison, il ne veut pas que Finn se retrouve mêlé à un conflit aussi dangereux. Finn comprend parfaitement ce qu'il veut dire, mais elle lui répond qu'elle a malgré tout choisi de venir parce qu'elle souhaite réellement l'aider. Même en connaissant tous les risques, elle n'a pas la moindre intention de changer d'avis. De retour à la capitale royale, Arnold se rend directement dans le bureau de Léonard afin de lui faire un rapport complet sur tout ce qui s'est passé lors de sa visite sur les terres du duc. Il lui raconte comment la rencontre s'est déroulée et lui annonce que le duc a officiellement décidé de soutenir leur faction, principalement grâce à l'intervention de Silver. Malgré tout, Arnold conseille à Léonard de ne pas accorder une confiance absolue au duc pour le moment. Même s'il a rejoint leur camp, il est encore trop tôt pour savoir si sa loyauté restera inébranlable. Une fois son rapport terminé, Arnold annonce à Léonard que l'un des enfants du duc est revenu avec lui. Au même moment, Finn entre dans la pièce et se présente poliment. Léonard se présente à son tour et, après l'avoir entendu parler, Finn lui adresse un sourire chaleureux. Elle lui confie qu'elle est heureuse de enfin le rencontrer en personne car il est vraiment aussi gentil et bienveillant qu'Arnold le lui avait toujours décrit. Léonard devient curieux en entendant Finn mentionner qu'Arnold parle souvent de lui. Désireux de savoir exactement ce qu'il a raconté, Léonard lui demande avec enthousiasme de tout lui révéler. Finn accepte
accepte avec plaisir et tous les deux passent un moment à discuter, tandis qu'elle lui rapporte les différentes choses qu'Arnold a dites à son sujet. Après l'avoir écouté pendant un certain temps, Léonard se tourne vers Arnold et lui demande ce qu'il compte faire de Finn maintenant qu'elle est venue dans la capitale royale. Arnold répond qu'il a l'intention de demander à Finn de les aider en tant que négociatrice chaque fois qu'ils devront traiter avec d'autres nobles. Il prévoit également de la faire séjourner provisoirement dans la résidence royale. Le simple fait qu'un membre de la famille Kleinhardt vive sur place devrait suffire à montrer à tout le monde que Léonard bénéficie désormais du soutien total de la maison Kleinhardt. Une fois ce sujet réglé, Arnold demande à Léonard s'il existe d'autres nobles susceptibles de devenir leurs alliés. Léonard répond qu'il est difficile de le savoir, car presque toutes les familles influentes ont déjà rejoint l'une des 3 factions les plus puissantes. Finn paraît confuse car elle ignore complètement quelles sont ces 3 factions rivales. En le remarquant, Arnold et Léonard prennent le temps de lui expliquer la situation politique actuelle. Il lui présente les membres des 3 familles nobles les plus puissantes du royaume et lui explique comment chacune d'elles se dispute le trône. Arnold lui explique que ces 3 grandes familles n'ont cessé d'étendre leur influence afin de renforcer leurs prétentions au trône. Chaque faction a construit son soutien autour d'un pilier différent du royaume. L'une d'elles est principalement soutenue par de puissants hauts fonctionnaires, une autre bénéficie de l'appui de l'armée, tandis que la 3e a rassemblé sous sa bannière les magiciens les plus puissants du royaume. Léonard ajoute que de nombreux nobles cherchent désormais à gagner les faveurs de l'une de ces 3 factions, car ils pensent qu'il s'agit du moyen le plus sûr de garantir leur propre avenir. Léonard poursuit en expliquant que tout cela a commencé environ 3 ans plus tôt, après que leur frère aîné, Wilhelm, a été tué au combat. Si Wilhelm avait survécu, il n'y aurait jamais eu de lutte pour déterminer qui hériterait du trône. Après avoir entendu cela, Arnold regarde calmement Léonard et lui affirme avec assurance qu'il veillera personnellement à ce qu'il devienne le prochain roi. À cet instant, Marie frappe à la porte avant d'entrer dans la pièce avec une lettre urgente destinée à Léonard. Après l'avoir lue, Léonard apprend que le duc Siegfried a officiellement rejoint la faction de la princesse Zandra, tandis que le duc Pollman a juré fidélité au prince Gordon. En apprenant cette nouvelle, Arnold et Léonard comprennent immédiatement à quel point ils sont à la traîne. Ces 2 ducs contrôlent d'immenses organisations marchandes et possèdent une influence financière considérable. Rivaliser avec une telle richesse ne sera pas facile et ils savent qu'ils ne pourront pas égaler de telles ressources uniquement avec de l'argent. Après y avoir réfléchi un instant, Arnold se lève et annonce qu'il va faire une courte pause. Il explique que son dos lui fait encore mal à cause du long voyage en voiture jusqu'à la capitale royale et qu'il souhaite se reposer un moment avant de se préoccuper du reste. 2 jours plus tard, Finn demande à Arnold s'il accepterait de lui faire visiter la capitale royale. Arnold refuse immédiatement car il sait que s'ils se promenaient ensemble, ils attireraient beaucoup trop l'attention. Finn s'empresse de le rassurer en lui disant que personne ne la reconnaîtra, puisqu'elle prévoit de porter une paire de lunettes en guise de déguisement. Arnold n'est absolument pas convaincu et lui répond que de simples lunettes sont loin d'être suffisantes pour dissimuler son identité. Il lui explique qu'elle devra faire bien plus d'efforts pour se déguiser si elle veut éviter d'être reconnue. En réponse, Finn sort une veste bleue à capuche et l'enfile. En voyant que la capuche dissimule une grande partie de son apparence, Arnold admet qu'il s'agit en réalité d'un bien meilleur déguisement qu'il ne l'aurait imaginé. Comprenant que cela devrait suffire à l'empêcher d'attirer l'attention, il finit par céder et accepte de lui faire visiter la capitale royale. Peu après, tous les deux se rendent en ville et Arnold commence à faire découvrir la capitale royale à Finn. Alors qu'il parcourt les rues animées, Finn est surprise de constater tout ce qu'Arnold connaît sur la ville. Lorsqu'elle l'appelle par son véritable prénom, Arnold lui demande rapidement de l'appeler Arn à la place, car utiliser son vrai nom pourrait attirer l'attention. Finn accepte avec joie car elle aime beaucoup ce surnom. Après avoir marché pendant un certain temps, il s'arrête pour déjeuner. Finn prend une bouchée de son sandwich au fromage et déclare que c'est l'une des choses les plus délicieuses qu'elle ait jamais mangées. Arnold lui explique qu'il est préparé avec du fromage de chèvre, ce qui lui donne ce goût riche et prononcé. Ensuite, il remarque un groupe d'enfants qui jouent à proximité. Les observer rappelle à Arnold son enfance. Il raconte à Finn qu'il avait l'habitude de s'échapper discrètement du palais afin de jouer avec d'autres enfants et de profiter d'une vie normale. Finn avoue qu'elle l'envie car elle a eu très peu d'amis en grandissant. Arnold lui répond qu'il devrait désormais lui être plus facile de se faire des amis, mais qu'elle ne devrait accorder sa confiance qu'à ceux qui l'ont réellement mérité. Leur moment de tranquillité est interrompu lorsqu'un enfant lance accidentellement un ballon rempli d'eau qui trempe le haut de Finn. Arnold l'emmène immédiatement dans une boutique de vêtements située à proximité afin qu'elle puisse se changer. Comme elle n'arrive pas à décider quoi porter, Arnold choisit
choisi une robe pour elle. Lorsqu'elle ressort vêtue de cette robe, Arnold rougit légèrement, et même le propriétaire de la boutique affirme qu'elle lui va parfaitement. Au moment de payer, Arnold annonce que Sébastien passera plus tard pour régler la note. Le propriétaire de la boutique éclate de rire et leur souhaite de profiter du reste de leur rendez-vous. Arnold et Finn nient tous les deux précipitamment qu'il s'agisse d'un rendez-vous, mais le propriétaire se contente de sourire. Ils continuent à explorer la ville jusqu'au coucher du soleil. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, un dernier étal de rue attire l'attention de Finn. Pendant qu'elle est distraite, le fils aîné du duc Holzwirth, Guido, s'approche d'Arnold et se moque de lui en le qualifiant de prince insignifiant. Il va même jusqu'à frapper la jambe blessée d'Arnold avec sa canne afin de l'humilier. Finn accourt immédiatement et exige de savoir pourquoi Guido traite Arnold de cette manière. Lorsqu'elle abaisse sa capuche, Guido comprend aussitôt qui elle est. Finn ment rapidement en affirmant qu'Arnold est en réalité le prince Léonard, déguisé en son frère, afin de voir comment les gens le traitent. Arnold entre immédiatement dans son jeu en arrangeant sa coiffure et en imitant parfaitement le comportement de Léonard. Convaincu d'avoir offensé le prince Léonard, Guido repart précipitamment avec son groupe. Une fois qu'il se retrouve de nouveau seul, Arnold explique à Finn que, même si elle essayait de l'aider, Guido lui en voudra probablement désormais. Il croit également que Léonard se déguise parfois en Arnold, ce qui pourrait compliquer davantage les activités secrètes de ce dernier. Malgré tout, Arnold remercie Finn, car il sait qu'elle a agi pour le défendre. Quelques jours plus tard, Arnold et Léonard reçoivent une convocation inattendue pour assister à une réunion officielle avec leur père, le roi. Comme une chose pareille ne s'est encore jamais produite, Arnold est certain que l'annonce du roi ne présagera rien de bon. La réunion commence avec tous les princes et princesses de l'Empire rassemblés à l'intérieur du palais, y compris Arnold et Léonard. Comme tout le monde a été convoqué à la dernière minute, l'atmosphère est tendue tandis qu'ils attendent que l'empereur leur explique la raison de leur présence. Après avoir remercié tout le monde d'être venu si rapidement, l'empereur s'apprête à commencer lorsque Gordon prend la parole avec impatience. Il demande pourquoi ils ont été convoqués et déclare ouvertement que si cette réunion concerne une entrée en guerre, il accepterait volontiers cette occasion. Gordon semble clairement enthousiaste à l'idée de combattre sur le champ de bataille. En entendant cela, Zandra traite immédiatement Gordon de brute sans cervelle. Elle fait remarquer qu'il semble toujours penser à la guerre avant toute autre chose. Gordon ne le nie absolument pas. Au contraire, il affirme fièrement qu'il y a un grand honneur à combattre pour l'Empire, et même à mourir sur le champ de bataille si cela s'avère nécessaire. À ses yeux, il n'existe pas de meilleure façon de prouver sa loyauté. Avant que leur dispute ne puisse aller plus loin, l'empereur prend enfin la parole. Il annonce qu'il a décidé de faire renaître une ancienne tradition impériale, connue sous le nom de Festival de la chasse des chevaliers. Non seulement le festival va faire son retour, mais tous les princes et princesses de l'Empire s'affronteront également au cours de l'événement. Cette annonce surprend immédiatement toutes les personnes présentes dans la pièce. Gordon et Zandra échangent des regards perplexes, car aucun des deux ne comprend vraiment de quoi parle l'empereur. Cependant, Eric reconnaît immédiatement ce nom. Il se souvient avoir lu des informations sur ce festival et comprend que l'empereur fait référence à l'ancienne compétition au cours de laquelle les gardes impériaux chassaient de puissants monstres. Le vainqueur était déterminé en fonction de celui qui parvenait à capturer ou à vaincre le monstre le plus grand et le plus rare durant l'événement. Franz, le chancelier impérial, confirme l'explication d'Eric. Il explique à tout le monde que le festival de la chasse des chevaliers était autrefois l'une des plus grandes traditions de l'Empire. Cependant, pour diverses raisons, il a progressivement perdu de son importance au fil des années, avant de cesser complètement d'être organisé. Désormais, l'empereur a décidé que le moment était venu de faire renaître le festival et d'en faire à nouveau un événement officiel. Franz rassure également tout le monde en affirmant qu'il n'y aura aucun problème avec la guilde des aventuriers. Comme bon nombre des monstres les plus puissants relèvent normalement de l'autorité de la guilde, certains princes se demandaient probablement si cela risquait de provoquer un conflit. Franz explique que ses préoccupations ont déjà été réglées, car la guilde des aventuriers a officiellement accepté de soutenir l'événement, permettant ainsi à la compétition de se dérouler sans le moindre problème. Après avoir entendu tout cela, Gordon devient immédiatement intéressé. Une compétition consistant à chasser de puissants monstres semble parfaite pour lui. Sans perdre une seconde, il demande à l'empereur quelle récompense recevra le vainqueur du festival. Gordon suggère immédiatement que le gagnant devrait recevoir le titre de prince héritier. Cependant, l'empereur répond qu'une telle récompense est bien trop précieuse. À la place, il annonce que le vainqueur recevra le titre d'ambassadeur extraordinaire. Tout le monde est choqué par cette annonce, car chacun sait à quel point ce titre est prestigieux et respecté. Après la réunion, Léonard dit à Arnold qu'il serait la personne idéale pour occuper le poste d'ambassadeur extraordinaire. Cependant, Arnold ne
pense pas être capable de nouer et d'entretenir de bonnes relations avec les autres nations, alors il affirme que Léonard serait en réalité un bien meilleur choix. Léonard sait qu'Arnold a raison, mais l'idée de devoir affronter sa propre famille ne lui semble toujours pas juste. Malgré tout, Léonard comprend que remporter cette compétition est extrêmement important pour ses projets futurs, alors il décide d'y participer. Cependant, il précise également qu'il aura besoin de l'aide d'Arnold et de Finn s'il veut avoir une chance de gagner. Après être rentré chez lui, Arnold explique toute la situation à Seabass et Finn. Finn affirme qu'il s'agit d'une excellente occasion pour Léonard et Arnold est d'accord avec elle. Cependant, il souligne également que cela pourrait devenir un énorme problème pour eux. Si quelqu'un comme Zandra ou Eric remporte le titre, cette personne obtiendra un avantage considérable et pourrait facilement écarter Léonard de la course au trône. Arnold et Seabass passent un moment à tenter de trouver une solution. Alors qu'ils discutent de différentes idées, Finn affirme soudainement qu'elle en a trouvé une. Elle dit à Arnold qu'il lui suffit de remporter lui-même la première place de la compétition. Cependant, Arnold et Seabass lui répondent immédiatement que c'est une très mauvaise idée. Arnold doit continuer à faire semblant d'être faible et incapable. S'il commence soudainement à dévoiler ses véritables capacités, tout le monde deviendra méfiant car cela semblerait totalement contraire à son comportement habituel. Arnold admet que son idée possède les plus grandes chances de réussite, mais il lui rappelle qu'elle révélerait également leur principal atout. Une fois ce secret dévoilé, Léonard perdrait l'avantage qu'ils se sont efforcés de protéger, ce qui rendrait son accession au trône bien plus difficile. Seabass commence ensuite à réfléchir à ce que les autres princes et princesses pourraient faire avant le début de la compétition. Il affirme qu'ils pourraient attirer à l'avance des monstres rares dans la zone de chasse afin d'augmenter leurs chances de gagner. En entendant cela, Arnold réalise qu'il pourrait faire quelque chose de similaire en poussant des monstres vers la région de l'Est tout en étant déguisé en Silver. Cependant, Finn lui répond immédiatement que c'est une très mauvaise idée. Arnold reconnaît aussitôt qu'elle a raison, car il sait que cela ne ferait qu'apporter le désastre aux innocents vivant dans la région de l'Est. Arnold affirme ensuite qu'il admire le fait que Finn choisisse toujours de faire ce qui est juste, même lorsque faire le mauvais choix pourrait lui être bénéfique. Cependant, Finn comprend complètement de travers ce qu'il veut dire et croit qu'Arnold vient de lui avouer son amour. Transportée de joie par ce qu'elle pense avoir entendu, elle quitte joyeusement la pièce pour aller lui chercher une autre tasse de thé. Après que Finn a quitté la pièce, Seabass informe Arnold que la guilde des aventuriers tente de contacter Silver depuis déjà un certain temps. Le lendemain, Arnold enfile son déguisement de Silver et se rend à la guilde. Dès son arrivée, la réceptionniste l'informe qu'une prime de rang A a été placée sur un cerbère mutant. Plusieurs autres groupes d'aventuriers de rang A ont déjà été vaincus, alors la guilde compte sur Silver puisqu'il est le seul aventurier de rang S disponible. Silver part immédiatement affronter le cerbère mutant. Voulant mettre fin au combat rapidement, il lance une puissante décharge d'énergie sur le monstre. Cependant, le cerbère est bien plus résistant qu'il ne l'imaginait et survit à l'attaque. Comprenant qu'il ne peut plus se retenir, Silver bondit très haut dans les airs et active sa compétence Ascension d'énergie, éliminant le monstre d'un seul coup. Après le combat, Silver s'approche pour récupérer le noyau du monstre. C'est alors qu'Elna, la commandante du 3e régiment, arrive à cheval et lui demande si c'est bien lui qui a vaincu le cerbère mutant. Silver confirme que c'est le cas, puis lui demande sarcastiquement si elle est trop aveugle pour s'en rendre compte. Cette remarque offense clairement Elna. Cherchant à se venger, Elna commence à chercher n'importe quel prétexte pour accuser Silver d'avoir manqué de respect à sa noble famille. Cependant, Silver retourne la situation contre elle et lui rappelle que c'est en réalité elle qui manque de respect à la guilde des aventuriers. Il souligne que la seule raison pour laquelle elle est venue jusqu'ici était qu'elle comptait vaincre elle-même le cerbère si la guilde ne s'en était pas déjà chargée. Comprenant que Silver n'a pas tort, le vice-commandant d'Elna lui conseille rapidement de laisser tomber. Il lui explique que si la guilde avait officiellement accepté la requête en premier, alors ce serait eux qui seraient en tort en intervenant. Il rappelle également à Elna qu'ils doivent retourner à la capitale le plus vite possible. Avant de partir, il est évident qu'Elna a développé une rancune personnelle envers Silver. Après qu'elle s'est éloignée à cheval, Silver admet que l'insulter lui a procuré une certaine satisfaction. Malgré tout, il comprend que se faire une ennemie comme elle n'était probablement pas la décision la plus intelligente. Quelques jours plus tard, Arnold et Seabass attendent l'arrivée de
la nouvelle personne que le roi envoie pour renforcer leurs forces. Arnold espère discrètement qu'il ne s'agit pas d'Elna. Cependant, Sébastien lui rappelle qu'Elna est l'une des chevalières les plus talentueuses et prometteuses du royaume. Alors il pourrait difficilement espérer quelqu'un de plus compétent. Arnold reconnaît qu'elle est extrêmement douée, mais il avoue qu'il ne peut tout simplement pas la supporter. La principale raison est qu'elle avait l'habitude de le harceler lorsqu'ils étaient enfants et qu'il ne l'a toujours pas oublié. Arnold est complètement stupéfait lorsqu'Elna arrive soudainement dans son bureau. Elle l'informe que le régiment chargé de le soutenir lors de la prochaine compétition n'est autre que le sien. Dès qu'il l'entend, Arnold refuse immédiatement. Elna est la dernière personne qu'il souhaite avoir à ses côtés. Cependant, Elna n'a aucune intention de partir. Elle lui déclare avec assurance qu'elle va s'assurer qu'il remporte la compétition et prouver à tout le monde qu'ils ont tort de l'appeler le prince insipide. Malheureusement pour elle, c'est exactement le contraire de ce qu'Arnold souhaite. Tout son plan repose sur le fait de rester discret et de continuer à se faire passer pour un prince faible et inutile. S'il commence soudainement à recevoir des éloges, toute l'attention se concentrera sur lui, ce qu'il cherche précisément à éviter depuis le tout début. Ignorant toutes les plaintes d'Arnold, Elna ne perd pas une seconde. Elle le traîne dehors et lui impose immédiatement une série d'exercices d'entraînement brutaux, refusant de le laisser se reposer, peu importe son niveau de fatigue. Le lendemain matin, son dos est couvert de douleurs musculaires et chaque partie de son corps le fait souffrir. Tandis que Finn lui masse doucement le dos, Arnold grimace de douleur et lui demande d'y aller un peu plus doucement car il a mal partout. Finn ne peut s'empêcher d'être perplexe. Puisqu'Arnold est secrètement l'aventurier légendaire de rang S, connu sous le nom de Silver, elle pensait qu'il traverserait l'entraînement d'Elna sans la moindre difficulté. Cependant, Sébastien lui explique que la force d'Arnold ne vient pas de son corps. En réalité, il est même plus faible que la moyenne sur le plan physique. Presque toute sa puissance provient de sa maîtrise de la magie ancienne. Sans cette magie, Arnold ne serait rien de plus qu'un homme ordinaire et faible au combat. En entendant cela, Arnold comprend qu'il pourrait en réalité y avoir un avantage à se faire entraîner par Elna. Comme elle est déjà connue comme la chevalière la plus puissante du royaume, s'il remporte ensuite la compétition, tout le monde supposera simplement que sa victoire est due à l'entraînement d'Elna plutôt qu'à ses propres capacités. Finn comprend rapidement ce qu'Arnold a en tête. Si tout le mérite revient à Elna, Arnold pourra se battre de toutes ses forces durant la compétition sans révéler son identité secrète. En prenant conscience de cela, Arnold devient enfin convaincu qu'ils ont une véritable chance de gagner. Malgré tout, Arnold continue de penser que Léonard ferait un bien meilleur ambassadeur extraordinaire que lui. Cependant, Sébastien voit facilement clair dans son excuse. Il lui fait remarquer qu'Arnold ne pense pas seulement à l'avenir de Léonard, mais qu'il essaie également d'éviter toutes les responsabilités qui accompagnent un poste aussi important. Peu de temps après, Elna revient avec des médicaments pour soigner les blessures d'Arnold. Cependant, Arnold lui dit qu'il n'en a pas besoin car Finn a déjà terminé de le soigner. Comme c'est la première fois que les deux femmes se rencontrent, Elna et Finn se présentent poliment et échangent courtoisement quelques salutations. Cependant, les présentations ne durent pas très longtemps car Elna agrippe aussitôt Arnold et le traîne de nouveau dehors pour une nouvelle séance d'entraînement. Cette session est encore plus éprouvante que la précédente et Arnold rencontre bien plus de difficultés qu'avant. Lorsqu'il parvient enfin à rentrer, Arnold avance lentement à travers le manoir, donnant l'impression qu'il est sur le point de s'effondrer. Pourtant, au lieu d'aller directement se coucher, il active discrètement sa magie ancienne. Un passage dissimulé s'ouvre soudainement, révélant un chemin secret qui s'enfonce profondément sous le domaine jusqu'à une bibliothèque souterraine. À l'intérieur se trouve son grand-père, toujours occupé à étudier la magie ancienne. Les recherches du vieil homme sur la magie ancienne finirent par le conduire à un destin tragique. Au cours de ses études, il finit par être possédé par un puissant démon et, par conséquent, son âme fut emprisonnée à l'intérieur d'un livre. Malgré tout ce qui lui était arrivé, il ne cessa jamais d'étudier la magie. Même si son âme était prisonnière, il continua ses recherches et apprit tout ce qu'il pouvait sur la magie ancienne. Le démon qui avait pris possession du corps du vieil homme était capable d'utiliser la magie ancienne. Pour cette raison, la famille royale actuelle finit par décider que cette magie était bien trop dangereuse pour être autorisée. Son utilisation fut totalement interdite, ce qui explique principalement pourquoi Arnold doit désormais garder secrète ses propres connaissances en magie ancienne. Cependant, le grand-père d'Arnold lui dit de ne pas voir sa situation d'un œil aussi négatif. Il lui explique que s'il n'avait pas été emprisonné dans ce livre, il n'aurait probablement jamais eu l'occasion d'étudier la magie ancienne aussi profondément. D'une certaine manière, son emprisonnement lui permit de découvrir des connaissances qu'il n'aurait peut-être jamais pu obtenir autrement. Après avoir parlé de magie ancienne, Arnold change de sujet et évoque les chances de Léonard de devenir le prochain héritier du trône. Arnold veut savoir ce que son grand-père pense de la situation actuelle de Léonard
Léonard et s'il a des conseils qui pourraient l'aider durant cette compétition. Cependant, son grand-père ne semble pas particulièrement inquiet. Il dit simplement à Arnold de ne pas trop réfléchir car le trône sera naturellement attiré par la personne qui est réellement capable de gouverner le royaume. Selon lui, celui qui possède les plus grandes capacités finira par atteindre le sommet. Malgré tout, le grand-père d'Arnold l'avertit que Léonard doit rester extrêmement prudent. Il lui explique que ses propres frères et sœurs pourraient tenter de l'assassiner s'il pense que l'éliminer de la compétition leur permettrait de se rapprocher du trône. Il compare ensuite la situation de Léonard à ce qui est arrivé à son frère aîné, Wilhelm. Arnold rejette immédiatement cette idée. Il explique que Wilhelm n'a pas été assassiné et qu'il est en réalité mort en combattant sur le champ de bataille. Cependant, son grand-père ne trouve pas cette explication très convaincante. Il souligne que Wilhelm était l'un des principaux candidats à la succession au trône. En raison de sa position, l'empereur ne l'aurait jamais volontairement placé dans une situation où il pouvait facilement être tué sur le champ de bataille. Cela rend le grand-père d'Arnold méfiant quant à ce qui s'est réellement passé. Sa théorie est que l'empereur lui-même aurait pu être impliqué dans l'assassinat de Wilhelm. Le fait que l'incident ait été dissimulé aussi parfaitement lui fait penser qu'une personne disposant d'un immense pouvoir devait forcément être derrière tout cela. Arnold finit par décider de passer à autre chose et pose une nouvelle question à son grand-père. Il veut savoir s'il existe une forme de magie capable de contrôler les monstres. Arnold pose cette question parce qu'il a remarqué que les monstres apparaissent beaucoup plus fréquemment que d'habitude autour de la capitale. Cela lui fait se demander si quelqu'un pourrait secrètement les contrôler et les envoyer dans la région. Son grand-père confirme qu'une magie capable de contrôler les monstres existe bel et bien. Cependant, il lui explique qu'il y a un problème majeur avec la théorie d'Arnold. Contrôler quelques monstres est possible, mais aucune magie connue ne permet de contrôler un nombre aussi gigantesque de monstres en même temps. Cependant, le grand-père d'Arnold révèle soudainement qu'il existe en réalité un objet magique capable de contrôler les monstres. Il montre à Arnold un étrange dispositif appelé Hamelin. À première vue, l'objet semble inoffensif, mais il possède une capacité extrêmement puissante. Dès que quelqu'un souffle dedans, le Hamelin émet des ondes sonores spéciales capables d'influencer les monstres à proximité et de les placer sous le contrôle de son utilisateur. Après avoir vu le dispositif, Arnold comprend immédiatement ce qui pourrait se passer autour de la capitale. Il pense que quelqu'un pourrait utiliser un Hamelin pour attirer les monstres dans la région. Cela pousse Arnold à penser au prochain festival des chevaliers et à sa célèbre compétition de chasse. Le festival de la chasse des chevaliers est sur le point de commencer et la récompense de cette année est extrêmement importante. Le vainqueur recevra le prestigieux titre d'ambassadeur extraordinaire. Étant donné la valeur de cette fonction, Arnold sait que Léonard et lui ne peuvent pas se permettre de perdre cette compétition. S'ils veulent que Léonard ait une véritable chance d'hériter du trône, ils n'ont pas d'autre choix que de gagner. Cependant, Arnold doit désormais faire face à un problème bien plus important. Si quelqu'un utilise un Hamelin pour contrôler et attirer les monstres, alors Arnold doit trouver un moyen de l'arrêter avant le début du festival. Il demande à son grand-père ce qu'il faudrait faire pour empêcher le Hamelin d'affecter les monstres. Son grand-père lui explique que le seul moyen de l'arrêter est de détruire l'appareil lui-même. Tant que le Hamelin restera intact, il continuera d'émettre des ondes sonores capables d'influencer les monstres et de les attirer vers la région. Cela pousse Arnold à réfléchir à quelque chose d'étrange. Lui et son grand-père se souviennent que les monstres avaient déjà commencé à apparaître autour de la capitale bien avant même l'annonce du festival des chevaliers. Cela signifie que l'apparition soudaine des monstres ne pouvait pas avoir été causée uniquement par le festival. Arnold comprend que quelqu'un devait préparer quelque chose avec ces monstres bien avant que quiconque ne soit au courant de la compétition. L'empereur, en particulier, avait peut-être une autre raison d'attirer autant de monstres vers la capitale. Le festival pourrait simplement servir d'excuse pratique pour le véritable plan qu'il a en tête. Avec toutes ces pensées qui se bousculent dans son esprit, Arnold finit par quitter son grand-père et reprend son chemin à travers les couloirs. Cependant, alors qu'il marche, Arnold ressent soudain quelque chose d'inhabituel. Il comprend que quelqu'un le suit secrètement. Au lieu de continuer à avancer, Arnold s'arrête au milieu du couloir. Il se retourne et dit calmement à la personne cachée derrière lui de sortir et de révéler son identité. Un mercenaire finit par sortir de l'ombre, il sort immédiatement un couteau, rendant ses intentions parfaitement claires. Cependant, l'homme explique rapidement qu'il n'a aucune intention de tuer Arnold. Son objectif est bien plus simple, il a été engagé pour s'assurer qu'Arnold ne participe pas au prochain festival des chevaliers. L'homme semble convaincu qu'arrêter un prince prétendument faible comme Arnold ne devrait pas être difficile. Après tout le monde connaît Arnold sous le surnom de prince insipide, quelqu'un que l'on croit presque totalement dépourvu de talent ou de capacité, mais dès que le mercenaire tente de passer à l'action, Arnold
Arnold le prend complètement au dépourvu. Sans même fournir le moindre effort, Arnold active sa magie et crée une puissante barrière autour du mercenaire. La barrière l'emprisonne instantanément sur place, l'empêchant de bouger ou de s'échapper. L'homme est totalement stupéfait, il ne s'attendait absolument pas à ce qu'Arnold possède un tel pouvoir. À cet instant, le bandit comprend que l'homme que tout le monde appelle le prince insipide n'est peut-être pas aussi insipide qu'il le pense. Le bandit, comprenant qu'Arnold l'a démasqué, appelle soudainement le reste de ses compagnons et leur ordonne d'attaquer. Cependant, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Sébas entre brusquement dans la pièce. Il informe calmement Arnold qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter, car il s'est déjà occupé des autres bandits. Une fois le reste du groupe vaincu, Arnold reporte son attention sur le mercenaire qui se tient devant lui. Il décide d'utiliser sur lui un sort de torture mentale, forçant l'homme à révéler la vérité sur la personne qu'il a envoyée. Sous l'effet du sort, le mercenaire finit par avouer que c'est Zandra qui l'a engagé pour empêcher Arnold de participer au festival des chevaliers. Arnold n'est pas ravi d'apprendre que Zandra était derrière cette attaque. Le fait qu'elles aient été prêtes à le faire assassiner lui fait comprendre qu'elle est clairement une ennemie dangereuse. Cependant, le moment choisi pour l'attaque pousse également Arnold à se demander si Zandra est réellement responsable des mystérieuses attaques de monstres qui se produisent autour de la capitale. Après tout, si Zandra vient tout juste d'essayer de faire tuer Arnold, il semble peu probable qu'elle contrôle également les monstres en secret. Arnold commence à penser que quelqu'un d'autre doit être derrière ces événements étranges. D'après tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, il pense que le véritable coupable pourrait être Gordon ou Eric. Avec cette idée en tête, Arnold s'éloigne et demande à Sébas d'emmener l'assassin capturé et de l'enfermer dans un endroit sécurisé. Cependant, alors qu'Arnold est sur le point de partir, Sébas lui annonce que le lieu du prochain festival des chevaliers vient enfin d'être révélé. Cette année, l'événement se déroulera à Kiel, une région située dans la partie orientale de l'Empire. Cette nouvelle signifie qu'Arnold et les autres savent désormais exactement où ils devront se rendre pour la compétition. Le festival n'étant plus qu'à un jour, les habitants de Kiel sont déjà extrêmement enthousiastes. La ville entière est remplie de personnes impatientes d'assister à l'événement et tout le monde attend avec excitation l'arrivée du lendemain. Pendant ce temps, Arnold décide d'offrir un cadeau spécial à Finn avant le début du festival. Il lui donne une paire de lunettes magiques qui l'aideront à dissimuler sa véritable identité. Lorsqu'elle les portera, les autres ne pourront pas facilement reconnaître qui elle est réellement, ce qui lui permettra de se déplacer sans attirer une attention indésirable. Plus tard, Arnold et Finn passent un peu de temps à explorer la ville ensemble. Cependant, ils finissent par visiter presque toutes les pâtisseries qu'ils trouvent et goûter toutes sortes de gâteaux. Au bout d'un moment, ils se retrouvent tous les deux assis avec l'estomac complètement rempli. Finn, cependant, n'est pas vraiment satisfaite de la situation. Même si elle est déjà rassasiée, elle veut encore visiter d'autres pâtisseries et goûter encore plus de desserts. Arnold lui fait remarquer qu'elle ne peut absolument pas continuer à manger alors qu'elle est déjà aussi pleine. À la place, il lui suggère d'aller se promener dans la ville pour qu'elle puisse bouger un peu et avec un peu de chance, retrouver de l'appétit. Mais pendant leur promenade, Arnold et Finn aperçoivent soudainement quelqu'un qu'ils connaissent. Il s'agit de Léonard. Arnold se souvient que Léonard se trouve actuellement à Kiel pour une mission officielle avec les chevaliers. Alors que Léonard s'approche d'eux, les habitants à proximité commencent immédiatement à comparer les deux frères. Malheureusement pour Arnold, les comparaisons ne sont pas vraiment flatteuses. Les habitants commencent à dire que Léonard est bien plus beau et qu'il a l'air beaucoup plus fort qu'Arnold. Celui-ci ne prête pas beaucoup d'attention à leurs remarques et demande simplement à Léonard ce qu'il fait en ville. Léonard explique que plusieurs vols ont récemment eu lieu dans toute la ville. Pour cette raison, il a été envoyé sur place afin d'enquêter sur la situation et de découvrir qui en est responsable. Le festival des chevaliers n'étant plus qu'à un jour, Arnold comprend qu'il se passe peut-être bien plus de choses à Kiel que la simple préparation de la compétition. Alors qu'Arnold et Léonard poursuivent leur conversation, un groupe de rongeurs blancs se faufile soudainement sous les robes des filles, provoquant une certaine agitation. Une fois le tumulte retombé, Léonard les identifie comme des blettes. Arnold explique alors qu'il ne s'agit pas de rats ordinaires et que la personne responsable des vols les utilise comme outils pour dérober des objets. Finn comprend immédiatement qu'il a raison lorsqu'elle porte la main à ses cheveux et remarque que la tâche coûteuse que l'empereur lui avait offerte a disparu. Léonard part avec Marie, promettant de les aider à retrouver l'objet manquant, tandis que Finn s'excuse auprès d'Arnold de l'avoir entraîné dans cette histoire. Arnold lui dit de ne pas s'en faire et admet qu'il se sent en réalité moins tendu en sa présence qu'avec la plupart des autres personnes. Tous les deux se glissent dans une ruelle pour commencer leurs recherches, même si Arnold s'intéresse moins aux rats eux-mêmes qu'à la personne qui leur donne des ordres. Ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est comment les blettes sont dirigées afin de rapporter les objets volés à un endroit précis. Il fouille les alentours jusqu'à
jusqu'à trouver une phonopierre, une pierre magique, capable d'enregistrer et de rejouer des sons à intervalles réguliers, et tout devient soudainement clair. Les cerveaux derrière cette affaire utilisent les pierres comme des signaux pour guider les Blitz jusqu'à leur repère. Une fois ce mystère résolu, Arnold et Finn commencent à retrouver chaque pierre une par une, et la piste les conduit progressivement vers l'ouest jusqu'à ce qu'un des Blitz apparaisse juste devant eux. Ils le suivent discrètement jusqu'à ce qu'il escalade une clôture et disparaisse de l'autre côté. C'est là que se trouve la cachette. Arnold se déguise en Léonard et prévient un groupe de chevaliers qui se trouve à proximité, ce qui offre opportunément à Léonard une nouvelle occasion de se mettre en valeur devant la population. Peu après, les voleurs sont arrêtés et Arnold se glisse dans la cabane sous son apparence de Léonard afin de récupérer l'accessoire pour cheveux de Finn. Les chevaliers à l'intérieur lui barrent immédiatement le passage, lui expliquant qu'aucun des objets volés ne peut être touché avant l'arrivée des enquêteurs. Mais dès que Finn retire ses lunettes, ils la reconnaissent aussitôt et s'écartent, sans ajouter un mot, permettant à Arnold de remettre l'accessoire à sa place. En sortant, Arnold s'approche des chevaliers et leur suggère, du ton le plus raisonnable possible, qu'il serait dans l'intérêt de tout le monde de garder cette visite particulière secrète. Si l'on apprenait qu'un objet avait disparu en premier lieu, les conséquences leur retomberaient directement dessus. Les chevaliers acceptent sans trop de résistance, et Arnold conclut cet arrangement en leur donnant une bourse d'argent pour aller boire un verre. Tous les deux reprennent le chemin de la maison, et après un moment, Finn s'arrête et dit à Arnold à quel point elle est sincèrement fière de tout ce qu'il accomplit. Même si tout le monde le considère comme le prince insipide, elle affirme qu'elle sait parfaitement à quel point il est réellement compétent. Cela prend légèrement Arnold au dépourvu, et avant que l'un d'eux puisse en dire beaucoup plus, ils remarquent tous les deux Elna un peu plus loin, occupés à tabasser avec enthousiasme des habitants qui s'étaient apparemment battus sur la place de la ville. Arnold jette un seul regard à la situation, décide qu'il ne veut absolument pas s'en mêler et guide discrètement Finn dans la direction opposée, lui proposant d'aller visiter les boutiques qu'il n'avait pas eu le temps de voir plus tôt. Lorsque la nuit tombe enfin, Finn est bel et bien complètement rassasié. La scène passe ensuite à deux silhouettes encapuchonnées qui rencontrent en secret l'un des frères d'Arnold. Elles lui remettent le Hamlin et lui expliquent qu'il s'agit d'un dispositif capable de contrôler les monstres. Elles lui rappellent également leur accord. Il doit protéger l'empereur de tout danger, remporter la chasse du festival des chevaliers et se présenter comme le héros de l'événement, tandis qu'en échange, elles recevront la récompense convenue. Lorsque le jour de la chasse arrive, tous les participants sont réunis et Franz annonce que chacun sera équipé d'un bracelet magique ayant deux fonctions, suivre leur position et empêcher toute fraude. Elna lui demande ce qu'il entend par fraude et Franz précise que les participants n'ont pas le droit de partir délibérément à la recherche de monstres de leur propre initiative. Si quelqu'un s'éloigne de plus d'1 kilomètre du commandant du régiment, il est immédiatement disqualifié. Arnold est discrètement agacé en entendant cela, car cela signifie qu'il ne pourra plus s'éclipser loin d'Elna pour trouver un endroit tranquille où faire la sieste. Krista et Rupert ne participeront pas directement à la chasse et ne seront donc pas soumis à cette restriction de distance. Ils mèneront leurs opérations à distance depuis leur logement. Franz dit alors à tout le monde d'aller se préparer. Alors qu'Arnold s'apprête à partir, Krista s'approche de lui et lui confie que les personnes qui l'entourent la mettent mal à l'aise. Arnold lui demande si elle a encore eu une vision de l'avenir et elle le confirme, lui révélant qu'un grand nombre de monstres se dirigent vers la ville. Il lui tapote la tête pour la rassurer et la remercie de l'avoir prévenue. Peu après, Krista est à présenter à Finn et elle sait déjà parfaitement qui elle est, puisque Finn est largement considérée comme la plus belle fille de tout le pays. Arnold demande à Finn de tenir compagnie à Krista pendant son absence. Mais Krista n'est pas rassurée à l'idée d'être laissée avec quelqu'un qu'elle vient à peine de rencontrer. Cependant, toutes ses réserves disparaissent dès que Finn lui propose de goûter aux friandises qu'elle transporte, et quelques instants plus tard, Krista a déjà décidé qu'elles allaient devenir amies. Plus tard dans la journée, l'empereur s'adresse aux citoyens rassemblés. Il reconnaît qu'il se sent personnellement responsable de la récente augmentation de l'activité des monstres et explique que le festival des chevaliers est sa manière de se racheter. L'objectif principal est de réduire les plus fortes concentrations de monstres dans les régions orientales. Sur ces mots, il déclare officiellement le festival ouvert et les princes ainsi que les princesses se mettent en route. Quelques heures après le début de la compétition, Franz évalue rapidement les performances de chaque unité et fait son rapport à l'empereur. La plupart progressent modestement, mais une unité a pris une avance si considérable sur toutes les autres que l'empereur doit regarder une seconde fois lorsqu'il découvre le nom qui lui est associé. Il s'agit de celle d'Arnold. La scène se déplace alors sur Arnold qui observe avec une admiration silencieuse Elna éliminer à elle seule plus de 30 limiers de sang de rang A sans même sembler se fatiguer. Il trouve la situation sincèrement divertissante, surtout parce qu'à ce rythme, il pourrait bien réussir à faire sa sieste après tout. Une fois le dernier monstre
abattu, Elna propose d'aller immédiatement affronter le groupe suivant. Mais Arnold refuse et lui dit qu'il devrait s'arrêter pour la journée. Ce n'est que le premier jour du festival et s'épuiser dès le début en forçant trop serait une erreur qu'il regretterait dès le 3e jour. Il passe la nuit dans une ville voisine. Alors qu'Arnold savoure tranquillement un verre, Elna entre soudainement et lui propose de s'entraîner après le dîner. Dès qu'Arnold entend le mot entraînement, il recule de peur. Elna s'assoit et lui dit qu'elle pensait qu'il commencerait enfin à prendre la vie plus au sérieux au lieu de laisser tout le monde se moquer de lui. Mais Arnold répond qu'il est parfaitement heureux d'être connu sous le nom de Prince Insipide. Entendre les gens appeler Arnold le Prince Insipide blesse Elna bien plus qu'elle ne veut le montrer. Elle lui demande de prendre le festival au sérieux car une bonne performance lui permettrait de gagner davantage de respect. Elle pense qu'Arnold refuse de faire des efforts parce que plus sa réputation se dégrade, plus celle de Léonard s'améliore. Mais Arnold insiste sur le fait qu'il est très bien comme il est et demande à Elna de rester loin de lui une fois le festival terminé. Arnold explique que quelqu'un a récemment tenté de l'assassiner. Le simple fait d'avoir Elna à ses côtés donne l'impression qu'il est un candidat sérieux au poste d'ambassadeur extraordinaire. Cela fait également de lui une menace pour ses frères et sœurs qui convoitent le même titre. Arnold craint qu'Elna ne devienne elle aussi une cible, alors il lui demande de faire attention. Se sentant coupable, Elna s'excuse car elle ignorait complètement qu'elle le mettait en danger. Arnold accepte ses excuses et promet de faire réellement quelques efforts pendant le festival. En entendant cela, Elna sourit. Le 3e jour de la chasse du festival, Elna est stupéfaite d'apprendre que le prince Carlos occupe la première place. L'un des chevaliers suppose que Carlos a dû vaincre plusieurs monstres de rang AAA pour obtenir autant de points. Elna en doute immédiatement. Elle sait que Carlos se trouvait avec le 7e régiment et celui-ci est loin d'être assez puissant pour accomplir quelque chose de ce genre. Arnold écoute silencieusement la conversation et comprend que Carlos est celui qui utilise le Hamelin. Se souvenant de l'avertissement de Krista, il en conclut que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Un instant plus tard, Elna pose son oreille contre le sol et entend une immense ruée. Tous les monstres de l'Est sont en train de fuir parce que quelqu'un les chasse. Tout le monde se demande où ils se dirigent, mais Arnold répond sans hésiter. Il fonce droit vers Kiel. Il demande si les soldats stationnés à Kiel seront capables d'arrêter les monstres, mais Elna répond qu'ils n'y parviendront probablement pas. Arnold lui demande alors si elle irait quand même protéger Kiel, même si cela devait lui coûter la vie. Elna répond sans hésiter. Protéger l'empereur et le peuple est son devoir et elle n'a pas peur de mourir. Les autres chevaliers déclarent également qu'ils sont prêts à risquer leur vie. Avant que quiconque ne parte, Arnold les arrête. Il affirme qu'il refuse d'envoyer quelqu'un qui ne peut pas lui promettre qu'il survivra. Les chevaliers s'agenouillent aussitôt et jurent qu'ils reviendront vivants. Elna dit qu'ils doivent partir immédiatement, mais Arnold affirme qu'il ne ferait que les ralentir. Il frappe alors son bracelet magique de localisation avec son épée et le brise, faisant semblant qu'il s'agissait d'un accident. Il dit qu'il va simplement se rendre dans un bar pour se détendre. Elna lui demande pourquoi il a détruit le bracelet alors qu'ils avaient encore une chance de remporter le festival. Arnold lui demande simplement de rapporter à l'empereur qu'il l'a cassé par accident. Il interpelle ensuite tous les chevaliers et leur demande de sauver les habitants de Kiel et de protéger l'empereur. Ces paroles galvanisent tout le monde et Elna ainsi que les chevaliers jurent de défendre Kiel et l'empereur quoi qu'il arrive. Dès que les chevaliers s'éloignent, Arnold se transforme immédiatement en Silver et se téléporte vers un autre endroit. Pendant ce temps, l'empereur se tient lui-même aux portes de Kiel, dirigeant personnellement la défense tout en combattant pour empêcher les monstres de pénétrer dans la ville. Peu après, la situation empire encore lorsqu'un chevalier à ses côtés lui annonce qu'une deuxième vague de monstres approche. Non seulement d'autres créatures sont en route, mais le rapport indique qu'elles sont près de 3000 à foncer droit vers la ville. En entendant ce nombre, les chevaliers se mettent à trembler de peur. Ils savent à quel point une nouvelle vague de cette ampleur sera dangereuse. Cependant, l'empereur refuse de les laisser perdre courage. Il ordonne à tous les soldats de ne pas se décourager, car avec le nombre de troupes dont ils disposent actuellement, cela signifie simplement que chaque soldat n'aura qu'un seul monstre à affronter. À cet instant, l'empereur lève les yeux vers le ciel et remarque deux jeunes hommes flottant très haut au-dessus du champ de bataille. Se demandant qui ils sont, il leur demande de décliner leur identité. Les deux hommes se présentent sous les noms de Sam et Dean. L'empereur reconnaît immédiatement ces noms, car il en a déjà entendu parler. Ils ont tous les deux été bannis par les autres vampires, et la guilde des aventuriers a même placé une prime de rang S sur leur tête. Sam et Dean ne nient rien, au contraire, ils admettent que tout ce que l'empereur a entendu est vrai. Même si tout cela s'est produit il y a très longtemps, ils n'ont toujours pas oublié l'humiliation qu'ils ont subie à l'époque. L'empereur trouve cette rancune étonnamment tenace, surtout que l'empereur responsable de
ces événements est mort depuis de nombreuses années, mais Sam et Dean n'en ont absolument rien à faire. À leurs yeux, la vie des humains est beaucoup trop courte comparée à celle des vampires. Puisqu'ils n'ont pas pu se venger de l'empereur qui leur avait fait du tort, ils ont décidé de se venger de ses descendants et de détruire tout ce qui appartient à sa lignée. Sans perdre une seconde, Dean commence à rassembler une gigantesque sphère d'énergie dans sa main. L'attaque devient de plus en plus puissante alors qu'il se prépare à anéantir tous ceux qui se trouvent en contrebas d'un seul coup. L'empereur regarde l'attaque foncer droit vers lui et accepte silencieusement que sa fin est peut-être arrivée. Mais à la toute dernière seconde, Elna apparaît soudainement devant lui et bloque l'attaque avec son épée. L'empereur est stupéfait de voir Elna ici, car elle était censée veiller sur Arnold pendant le festival. Il apprend rapidement que c'est Arnold lui-même qui lui a ordonné de venir protéger Kill. En entendant cela, l'empereur se sent sincèrement heureux, car pour la première fois, il a l'impression qu'Arnold commence enfin à devenir une personne responsable. L'empereur ajoute également qu'il a hâte de voir à quel point Elna s'est améliorée au fil des années. Elna lui répond avec assurance qu'il ne sera pas déçu, tout en dégainant la légendaire épée d'Amsberg. Dès que Sam aperçoit l'épée, il éclate immédiatement de rire et se moque à la fois de l'arme et de sa propriétaire. Dean, cependant, avertit rapidement Sam de ne pas se montrer imprudent. Les membres de la famille Amsberg sont des héros célèbres et aucun d'entre eux ne doit être considéré comme un simple humain. Sam observe Elna de plus près et la reconnaît soudainement comme la chevalière chargée de protéger Arnold, le prince que tout le monde surnomme le prince insipide. Dès que Sam insulte Arnold, Elna perd complètement patience. Elle se précipite immédiatement vers lui, réduit la distance en un instant et lui assène un puissant coup d'épée qui l'envoie valser en arrière. Dean n'est pas surpris par ce qu'il vient de voir. En tant que plus grand prodige de la famille Amsberg, la force d'Elna correspond exactement à ce qu'il imaginait. Sans lui laisser le moindre instant de répit, Dean rejoint le combat et les deux vampires commencent à l'attaquer simultanément depuis différentes directions. Même en les affrontant tous les deux en même temps, Elna parvient à tenir bon et refuse de leur laisser la moindre ouverture. À cet instant, Carlos arrive à cheval avec les chevaliers placés sous son commandement. Déterminé à protéger son père, Carlos charge droit sur le champ de bataille, espérant que ce combat prouvera enfin qu'il mérite de devenir le prochain ambassadeur extraordinaire. Cependant, avant même qu'il puisse réellement intervenir, une puissante attaque d'ombre le frappe soudainement et le projette hors de sa monture. Carlos demande à Sam ce qui se passe, car cela ne faisait pas partie du plan sur lequel il s'était mis d'accord, mais Sam se contente de rire et lui révèle qu'il n'y a jamais eu de plan depuis le début. Pendant tout ce temps, Carlos n'était rien de plus qu'un pion utilisé pour atteindre leurs propres objectifs. En comprenant qu'Ilosta a été trompé depuis le tout début, Carlos reste complètement abasourdi. Avant que Sam ne puisse ajouter quoi que ce soit, Dean l'interpelle et lui demande de rester concentré car Elna fonce déjà de nouveau vers eux. Sam reporte rapidement son attention sur le combat, tandis qu'Elna réduit la distance avec une nouvelle attaque dévastatrice. Pendant ce temps, Silver rejoint le prince Léonard et lui annonce qu'il est venu lui offrir son aide. Cependant, il lui conseille de ne pas se rendre directement à Kill. Léonard refuse immédiatement car d'innombrables personnes attendent de l'aide là-bas et il ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'elles sont en danger. À ses yeux, protéger la population est plus important que tout le reste. Silver lui répond qu'il comprend parfaitement ce qu'il ressent, mais il lui propose alors une autre solution. Plutôt que de se précipiter lui-même vers Kill, il laisse entendre que Léonard devrait faire appel aux chevaliers des domaines voisins. L'un des chevaliers s'y oppose immédiatement, soulignant que même si Léonard est un prince, donner des ordres aux chevaliers appartenant à un autre seigneur dépasserait son autorité. Silver admet que cette idée semble probablement impossible au premier abord. Malgré tout, il affirme que sa spécialité a toujours été de transformer l'impossible en réalité. En fin de compte, la seule chose qui compte est de savoir si Léonard a le courage de prendre cette décision. Après avoir entendu ces paroles, Léonard n'hésite pas une seule seconde. Il affirme qu'il est prêt à assumer l'entière responsabilité si cela lui permet de sauver les personnes placées sous sa protection. Il demande alors à Silver comment ils vont concrètement réussir à accomplir une telle chose. Silver sourit et lui explique que le plan est en réalité très simple. Il va créer un portail de transport et Léonard se tiendra devant pour prononcer un discours. Tous les chevaliers qui le traverseront entendront ses ordres, ce qui lui permettra de guider les soldats désorientés et de leur indiquer précisément où ils doivent se rendre. Silver remarque l'expression sur le visage de Léonard et lui demande s'il n'est pas certain de pouvoir y parvenir. Léonard reconnaît honnêtement qu'il n'a aucune confiance en lui. Malgré cela, il reste prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir si cela permet de sauver davantage de vies. Une fois la décision prise, Silver ouvre le portail de transport et demande à Léonard ainsi qu'aux autres de le suivre. Léonard traverse le portail et reste stupéfait lorsqu'il arrive instantanément à Kill. Avant que quiconque ne puisse ajouter un mot,
Silver lance un sort d'amplification sur Leonard, permettant à sa voix de résonner dans toute la zone afin que toutes les personnes présentes puissent l'entendre clairement. Lorsque tout est prêt, Leonard commence son discours. Il appelle les chevaliers de tous les domaines voisins et leur demande de l'aider à défendre Kiel. Il leur explique qu'ils n'ont pas besoin de l'autorisation de leur seigneur, car il est prêt à assumer lui-même l'entière responsabilité si quelqu'un remet plus tard leurs actions en question. Un soldat nommé Hans est le premier à traverser le portail. Il s'agenouille immédiatement devant Leonard et déclare que c'est un honneur de combattre sous ses ordres. Lorsque Leonard regarde derrière Hans, il reste sans voix. Une armée entière de soldats traverse le portail les uns après les autres. Après une rapide estimation, il comprend que près de 3000 soldats ont répondu à son appel. Leonard remercie sincèrement Silver d'avoir rendu tout cela possible. Cependant, Silver lui répond qu'il est encore trop tôt pour se réjouir. Ils pourront garder leurs remerciements pour le moment où Kiel sera enfin en sécurité. Sur ces dernières paroles, Silver se laisse retomber à travers le portail de transport, tandis que Leonard se tourne vers ses propres chevaliers et ordonne à tout le monde de se préparer au combat. Au même moment, Elna continue de se battre contre Sam et Dean, échangeant coup pour coup avec les deux frères vampires. À l'intérieur du manoir, Krista commence à craindre que d'autres monstres ne viennent les submerger. Elle sait qu'ils doivent éloigner le hamelin de l'ennemi, mais Finn la prend simplement dans ses bras et lui promet que ce sera elle qui ira le récupérer. Krista s'inquiète du danger que cela pourrait représenter, mais Finn lui dit de ne pas s'en faire car elle a toujours eu une chance incroyable. Rassurée en entendant cela, Krista annonce alors à Elna que le hamelin va tomber quelque part au milieu du champ de bataille. De retour sur le champ de bataille, Dean s'apprête à souffler dans le hamelin, mais Elna réagit immédiatement et le lui arrache des mains avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. À cet instant précis, exactement comme Krista l'avait prédit, le hamelin tombe soudainement du ciel en direction du centre de la ville. Finn parvient à l'attraper avant qu'il ne touche le sol. Elle le lance aussitôt vers Elna qui le rattrape sans difficulté. Cependant, Dean est furieux que Finn se soit mêlé de leur plan. Il lui lance immédiatement une attaque d'énergie. L'attaque détruit toute la zone autour de Finn et la projette vers le sol. Alors qu'elle est encore en pleine chute, Dean tire une seconde décharge d'énergie directement sur elle. Finn comprend qu'elle n'a aucun moyen de s'échapper et accepte qu'elle est sur le point de mourir. Mais juste avant que l'attaque ne puisse la toucher, Silver apparaît soudainement et la sauve. Il attrape Finn et la redescend doucement jusqu'au sol. Il lui dit ensuite que ce qu'elle vient de faire était incroyablement imprudent. Finn s'excuse, mais Silver reconnaît également qu'elle a fait du bon travail en récupérant le hamelin. Après l'avoir sauvé, Silver s'élève dans les airs et se présente à Sam et Dean. Les deux frères vampires sont immédiatement agacés de voir Silver se mettre en travers de leur chemin. Cependant, ils comprennent rapidement que s'ils parviennent à vaincre Silver et Elna, alors la voie vers la victoire sera complètement dégagée. Elna n'en est pas convaincue. Elle leur fait remarquer que Sam et Dean avaient déjà énormément de mal à la gérer à eux seuls. Alors, elle doute sérieusement qu'ils puissent réellement gagner. Silver dit ensuite à Elna de rester en dehors du combat car il compte vaincre Sam et Dean tout seul. Cependant, Elna refuse car elle s'amuse beaucoup dans cette bataille et veut elle aussi participer. Dean rappelle alors à Silver que l'empereur est sur le point de livrer un combat extrêmement dangereux et suggère qu'il ferait mieux d'aller le protéger. Silver répond calmement que son devoir est de protéger le peuple et non la nation elle-même. Il explique que protéger l'Empire est la responsabilité des chevaliers et des nobles. Il ne veut pas interférer avec leurs devoirs ni leur voler leur travail. À ce moment-là, Leonard arrive avec une armée entière de chevaliers. Ils sont venus intercepter la deuxième vague de monstres avant qu'elle ne puisse atteindre la ville. L'empereur et ses hommes sont surpris par leur arrivée, mais ils se préparent rapidement à rejoindre le combat et à les soutenir. Voyant que la situation sur le champ de bataille est désormais sous contrôle, Silver dit à Sam et Dean qu'ils n'ont plus besoin de s'inquiéter des monstres qui approchent, car les chevaliers s'en sont occupés. Elna propose alors de s'occuper de Sam pendant que Silver affronte Dean. Silver accepte le plan et les deux se séparent immédiatement. Elna commence à combattre Sam et parvient parfaitement à lui tenir tête. Cependant, Silver semble avoir beaucoup plus de difficultés face à Dean. Dean lui assène une attaque puissante qui projette Silver violemment contre le sol. En voyant cela, Dean reprend confiance. Il s'attendait à ce que Silver soit extrêmement puissant, mais il commence maintenant à penser qu'il est loin d'être aussi fort qu'il ne l'imaginait au départ. Pendant ce temps, Elna commence à se moquer de Silver en plein milieu de son combat contre Sam. Elle lui rappelle que Sam et Dean ne sont pas réellement si puissants et va même jusqu'à soupçonner Silver de mal se battre volontairement afin de pouvoir paraître impressionnant plus tard. Il s'avère qu'Elna avait raison. Silver retenait bien sa puissance. Silver active soudainement un puissant Cleric Field qui soigne tous les humains dans un rayon de 100 miles. Sur l'ensemble du champ de bataille, les soldats et les blessés sont stupéfaits lorsqu'ils voient soudainement leurs blessures se refermer et leurs plaies guérir. Dean
est abasourdi que Silver ait été capable de maintenir un champ de soins aussi puissant tout en les affrontant en même temps. Silver reconnaît alors que ce n'est pas le seul atout qu'il lui reste, il active ensuite sa technique Ancient Curse Barrier qui crée de puissantes chaînes maudites venant immédiatement s'enrouler autour de Sam et Dean. Les chaînes immobilisent complètement les deux vampires, les empêchant de bouger. Sur le champ de bataille, les soldats sont stupéfaits de constater que les chaînes maudites se sont également propagées dans toute la zone et immobilisent aussi les monstres. Des milliers de monstres se retrouvent soudainement piégés par les mêmes chaînes, stoppant complètement leur progression. Silver flotte alors jusqu'à Sam et Dean et leur annonce que l'heure de leur punition est arrivée. À l'expression de son visage, les deux vampires comprennent immédiatement que le combat est déjà terminé pour eux. Cependant, les chaînes maudites commencent soudainement à se diriger également vers Elna. Silver le remarque immédiatement et dissipe les chaînes avant qu'elle ne puisse la toucher. Elna le réprimande aussitôt et lui demande pourquoi sa technique essayait d'enchaîner une alliée. Silver lui répond calmement qu'il la déteste simplement à un tel point que les chaînes l'ont apparemment prise pour une ennemie. Après avoir réglé ce problème, Silver reporte son attention sur les deux vampires. Il leur rappelle qu'en tant que vampires, ils ne représentent pas une grande menace sans leur capacité magique. Puisque les chaînes maudites drainent constamment leur magie, ils sont désormais pratiquement sans défense. Silver leur demande alors s'ils ont quelque chose à dire avant de mourir. Dean en profite pour demander à Silver pourquoi il est aussi déterminé à les tuer. Il affirme que Silver ferait mieux de traiter cela comme une requête de guilde et de simplement les chasser dans le cadre d'un travail officiel. Silver rejette cette idée. Il explique qu'en tant qu'aventurier, son devoir ne dépend pas du fait qu'il travaille ou non pour la guilde. Il estime avoir la responsabilité de protéger tout le continent contre les monstres dangereux. Elna se mêle alors à la conversation et suggère qu'ils arrêtent de perdre du temps et mettent fin au combat. Cependant, Silver comprend immédiatement qu'elle s'apprête à invoquer son épée sacrée. Il l'avertit de ne pas l'utiliser car sa puissance pourrait détruire toute la ville. Elna lui assure qu'elle est capable de contrôler la puissance de l'épée et qu'elle veillera à limiter les dégâts. Elle rappelle également à Silver qu'en tant que noble, il est de sa responsabilité d'éliminer tout ce qui menace l'Empire. À ce moment-là, la troisième vague de monstres commence à approcher du champ de bataille. Elna invoque son épée sacrée et Silver lui dit qu'elle peut s'occuper de Sam. Silver se prépare ensuite à affronter Dean et active sa technique ultime, Infinity Darkness. L'empereur et ses troupes regardent avec stupeur Silver et Elna préparer leurs attaques dévastatrices. La quantité phénoménale de puissance qu'ils libèrent suffit à faire comprendre à l'empereur que le champ de bataille n'est désormais plus sûr. Il ordonne immédiatement à tout le monde de battre en retraite. Silver et Elna déclenchent leur attaque au même moment. Leur puissance combinée anéantit complètement les ennemis restants en une seule explosion dévastatrice. Une fois que tout est terminé, l'empereur s'approche de Silver et le remercie pour son aide. Il félicite Silver pour tout ce qu'il a fait afin de protéger l'Empire et son peuple. Silver s'apprête à partir lorsqu'Elna l'interpelle soudainement. Elle le remercie sincèrement pour tout ce qu'il a fait, en particulier pour avoir sauvé Finn alors qu'elle était sur le point de mourir en tombant. Elna explique que Finn est très importante pour Arnold, ce qui permet à Silver de comprendre pourquoi son sauvetage comptait autant. Silver désigne Arnold comme le prince insipide. Elna se met immédiatement en colère et place son épée sacrée contre la gorge de Silver. Elle l'avertit de ne plus jamais parler d'Arnold de cette manière. Silver s'excuse rapidement et Elna abaisse son épée. Silver s'en va ensuite en traversant son transit portal. 3 jours plus tard, l'empereur est assis devant tous ses enfants avec Franz debout à ses côtés. Franz explique que le prince Carlos s'est réveillé ce matin-là et a avoué ses liens avec Sam et Dean. Il révèle que Carlos utilisait le Hamlin pour contrôler des monstres parce qu'il voulait obtenir un avantage pendant le festival Hunt et finir en tête. Les autres membres de la famille royale traitent Carlos d'idiot pour avoir cru qu'un tel plan pouvait être une bonne idée. Cependant, ils commencent à se demander si toute cette affaire était réellement le plan de Carlos depuis le début. L'empereur explique que Carlos a été manipulé par les vampires, mais que cela ne l'excuse pas complètement. Même s'il était sous leur influence, il a tout de même mis l'Empire entier en danger simplement parce qu'il voulait tirer profit du festival Hunt. L'empereur précise clairement qu'une telle chose ne peut pas simplement être ignorée. Cependant, Eric s'agenouille soudainement devant lui et lui demande de pardonner à Carlos. Gordon et Zandra sont eux aussi d'accord. Ils reconnaissent que ce que Carlos a fait était incroyablement stupide, mais il reste leur frère et ils ne veulent pas le voir complètement détruit à cause de son erreur. L'empereur demande alors à Léonard ce qu'il pense de la situation. Léonard s'avance et déclare que Carlos ne peut pas simplement rester impuni après avoir commis un tel acte, ce qui choque tout le monde. Léonard dit ensuite à l'empereur de ne pas faire preuve de favoritisme simplement parce que Carlos est son fils. Il explique que punir son propre fils montrerait également au peuple
peuple que l'empereur est réellement juste et qu'il est prêt à faire respecter les règles, même lorsqu'il s'agit de sa propre famille. L'empereur commence à soupçonner que cette idée vient d'Arnold, mais Arnold nie rapidement avoir quoi que ce soit à voir avec cela. L'empereur rend alors son jugement. Il décide d'épargner Carlos, mais précise qu'il ne compte pas ignorer les actions de Léonard. Il demande à Léonard de s'avancer et une fois que celui-ci s'est mis à genoux, l'empereur lui remet une immense épée et le proclame officiellement vainqueur du Night Hunt Festival. Léonard accepte l'épée avec honneur, mais demande ensuite à l'empereur s'il peut formuler une requête. Il lui demande de récompenser généreusement les chevaliers qui se sont rassemblés et ont combattu les monstres. Avant que l'empereur puisse répondre, Franz intervient et informe Léonard qu'il travaille déjà à récompenser les chevaliers pour leurs efforts. L'empereur fait ensuite remarquer que puisque Carlos et Arnold ont tous les deux été disqualifiés, ceux qui suivent désormais dans le classement sont Léonard et Gordon. Cependant, Léonard a accompli bien davantage en dirigeant avec succès les chevaliers et il est également extrêmement populaire dans la région orientale. Pour cette raison, l'empereur décide que nommer Léonard ambassadeur extraordinaire permettrait d'éviter tout éventuel mécontentement parmi la population. Gordon accepte à contre-cœur la décision de l'empereur. Elna s'avance alors et demande à l'empereur de reconsidérer la disqualification d'Arnold, ce qui prend immédiatement ce dernier au dépourvu. Elle explique qu'Arnold a délibérément déployé ses chevaliers pour venir en aide à Kill, tout en sachant parfaitement qu'une telle décision entraînerait sa disqualification. À cause de cela, elle estime qu'Arnold mérite au moins une certaine forme de reconnaissance pour ses actions. L'empereur écoute son explication et se souvient qu'Arnold avait affirmé avoir cassé son bracelet par accident. Il souligne que si Arnold avait délibérément brisé le bracelet afin de pouvoir déployer ses chevaliers, alors il aurait eu une raison de considérer ses actions différemment. Mais pour l'instant, le vainqueur officiel reste Léonard. En entendant cela, Arnold pousse un soupir de soulagement, réalisant qu'il a échappé à une punition plus sévère. Cependant, l'empereur reconnaît ensuite que sans l'erreur d'Arnold et sa décision d'envoyer les chevaliers aider Kill, il est possible qu'ils ne soient pas tous encore là aujourd'hui. Ainsi, au lieu de simplement ignorer les actions d'Arnold, l'empereur décide de le récompenser lui aussi. Il nomme officiellement Arnold lieutenant ambassadeur extraordinaire, faisant de lui l'assistant de Léonard. Arnold ne veut clairement pas de ce poste et rappelle à l'empereur à quel point il est incompétent, mais celui-ci lui répond qu'il est enfin temps pour lui de prouver ce dont il est capable et que sa décision est définitive. Elna est heureuse pour Arnold, mais Arnold ne peut que soupirer de défaite, sachant qu'il ne peut rien y faire. Plus tard, Arnold est assis seul dans sa chambre et réalise que tous ses projets visant à rester discret et à éviter d'attirer l'attention viennent désormais d'être complètement ruinés. À cet instant, Finn entre et lui apporte du thé. Arnold en prend une gorgée, mais remarque immédiatement que le goût est différent de son thé habituel. Finn explique qu'elle s'est dit qu'il devait être épuisé, alors elle a utilisé des ingrédients aux propriétés revitalisantes pour l'aider à récupérer. Arnold boit une autre gorgée et remercie Finn pour tout ce qu'elle a fait, mais Finn insiste sur le fait que c'est plutôt elle qui devrait le remercier, puisqu'il est celui qui lui a sauvé la vie. Après cela, Finn lui verse une autre tasse de thé et lui demande ce qu'il est advenu du Hamelin. Arnold explique qu'il est désormais solidement scellé à l'intérieur de la guilde des aventuriers. Cependant, Arnold ne peut toujours pas s'empêcher de penser aux vampires. Il commence à se demander si ces vampires travaillaient réellement pour quelqu'un d'autre et s'il existait une raison plus importante derrière leurs actions. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, Arnold s'endort soudainement. Finn le remarque et le couvre doucement avec une couverture. Même si Arnold dort déjà, elle commence à se remémorer le premier jour où elle lui a offert l'ornement. C'était également le jour de leur premier rendez-vous. Elle se souvient que le simple fait de parler avec Arnold avait suffi à la rendre calme et à l'aise. Et depuis ce jour-là, elle n'a cessé de l'admirer. Alors que Finn regarde Arnold dormir paisiblement, elle devient peu à peu émue. Elle tend la main et touche doucement la sienne avant de se pencher vers lui avec l'intention de l'embrasser. Cependant, au tout dernier moment, elle panique soudainement et s'arrête. À la place, elle prend simplement le thé d'Arnold et en boit une gorgée. Elle réalise immédiatement que cela compte techniquement comme un baiser indirect. Mais elle finit ensuite par se calmer et se dit qu'après tout, un baiser indirect n'est pas si grave. Un peu plus tard, Arnold et Léo rendent de visite à Mitsuba, la 6e épouse de l'empereur et leur mère. Ils passent un moment à discuter et Mitsuba évoque le fait qu'Arnold était considéré comme un héros à Kill. Cependant, Arnold le nie rapidement et affirme qu'Elna est celle qui a fait la majeure partie du travail. Léo entre ensuite directement dans le vif du sujet et annonce à Mitsuba qu'ils quitteront bientôt le pays en raison de leur fonction d'ambassadeur extraordinaire. Mitsuba leur demande simplement de lui rapporter quelques cadeaux à leur retour. Léo est surpris car il s'attendait à ce qu'elle soit davantage inquiète à l'idée de les voir partir. Mais leur mère explique qu'elle a
a confiance en leurs capacités, surtout puisque l'empereur les a personnellement choisis pour cette mission. Elle leur demande alors soudain lequel des deux prévoit d'épouser Finn. Arnold et Léo recrachent immédiatement leur thé sous le choc. Léonard s'empresse d'expliquer que sa relation avec Finn n'est pas de cette nature, mais Krista fait alors remarquer qu'Arnold est ami avec Finn et elle pense donc qu'il ferait en réalité un bon parti pour elle. Arnold le nie également. Il explique qu'il ne passe du temps avec Finn qu'en raison de sa relation avec le duc Kleinhardt et qu'il n'y a absolument rien de romantique entre eux. Après cela, Léo se lève et annonce qu'il va faire une promenade. Il demande à Léonard s'il veut l'accompagner, mais Léonard décide de rester encore un peu. Après que Mitsuba lui a dit au revoir, Arnold sort. Alors qu'il se tient seul à l'extérieur, Arnold commence à réfléchir à l'avenir de l'Empire. Si Eric, Gordon ou Zandra finit par monter sur le trône, il pense que Krista et leur mère pourraient toutes les deux courir un grave danger. Arnold se retourne alors et appelle Sébastien. Il lui ordonne de chercher tout ce qui pourrait servir à faire pression sur les nobles neutres. Arnold veut trouver un moyen de les influencer avant de quitter le pays. Sébastien comprend ce qu'Arnold prépare et Arnold décide qu'il est temps de commencer à agir dans l'ombre. Il rend ensuite visite au comte Baels. Il lui explique qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles sa femme serait lourdement endettée auprès de plusieurs nobles et marchands. Arnold lui fait remarquer que si ces rumeurs venaient à se répandre, elles pourraient sérieusement nuire à sa réputation. Le comte Baels admet qu'il a déjà envisagé de divorcer de sa femme. Cependant, il explique qu'il ne peut pas simplement aller jusqu'au bout, car lorsqu'il avait parlé de leur mariage à l'empereur, celui-ci s'était montré extrêmement heureux de cette union. Arnold comprend que cela rendrait le divorce beaucoup plus difficile à obtenir pour Baels. Il lui propose alors de parler à Léonard et de convaincre l'empereur d'approuver le divorce. Le comte Baels accepte immédiatement ce plan. À ce moment-là, la comtesse entre soudainement dans la pièce et exige davantage d'argent de Baels. Baels lui dit simplement de partir car il est actuellement en pleine réunion importante avec Arnold. Dès que la comtesse remarque Arnold, elle le reconnaît immédiatement comme le prince insipide. Le fait de l'entendre dire cela finit par pousser Baels à bout. Il se lève et ordonne fermement à sa femme de quitter la pièce. Après son départ, Baels présente ses excuses à Arnold pour ce qui vient de se passer. Mais Arnold lui dit de ne pas s'en faire car il a déjà l'habitude que les gens le traitent de cette façon. Après avoir vu à quel point sa femme a maltraité Arnold, Baels déclare qu'il a hâte que le divorce soit enfin prononcé. Arnold finit par rentrer chez lui où Finn lui demande s'il pense vraiment que faire du comte Baels un allié est une bonne idée. Finn admet qu'elle éprouve une certaine compassion pour lui, mais elle pense tout de même que ce qui s'est passé est en partie de sa faute. Cependant, Arnold lui explique la vérité. C'est Zandra qui a envoyé Bettina vers lui. Il révèle que la famille de Bettina est liée au Harnas, aux proches de Zandra, les Kruger, et que Zandra leur avait donné deux ordres bien précis. Le premier ordre était que Bettina épouse quelqu'un de la famille du comte Baels et dilapide peu à peu son argent. Le second était qu'elle entretienne une liaison avec l'actuel ministre de l'Industrie. Lorsque le moment serait venu, Bettina l'aiderait à divorcer et profiterait de cette occasion pour le rallier au camp de Zandra. Une fois le divorce finalisé, Bettina révélerait la liaison à l'empereur. Cela ferait perdre son poste au ministre de l'Industrie, permettant à quelqu'un de fidèle à Zandra de prendre sa place. Arnold, cependant, prévoit de faire échouer tout ce stratagème en révélant lui-même la liaison à l'empereur. Ainsi, tous les plans de Zandra seraient réduits à néant avant même qu'elle puisse les mettre à exécution. Arnold comprend également qu'il doit s'attaquer à Zandra dès maintenant. Même si Léo et lui ont déjà réglé leurs problèmes actuels, Arnold sait que si un membre de l'une des trois factions décidait de s'en prendre à lui, il pourrait être fini. C'est pour cette raison qu'il a choisi de frapper Zandra en premier. Si Arnold parvient à suffisamment affaiblir Zandra, Gordon et Eric cesseront probablement de se concentrer sur lui et tourneront plutôt leur attention vers elle. Après avoir entendu l'intégralité du plan, Finn soutient la décision d'Arnold de s'allier à Baels. En réalité, elle commence même à avoir un peu de peine pour lui en réalisant à quel point il a été entraîné dans cette affaire. Il ne faut pas longtemps avant que l'empereur apprenne l'existence de la liaison. Il décide immédiatement de destituer le ministre de l'Industrie et de le remplacer par Baels. Cependant, Franz comprend déjà que quelque chose de plus important est en train de se jouer. Il soupçonne que toute cette situation fait partie d'un complot lié à la course au trône. L'empereur, cependant, ne semble pas particulièrement dérangé par cela. Il affirme simplement que quiconque espère devenir empereur à l'avenir
l'avenir doit être capable d'élaborer des plans et d'avoir recours à des stratagèmes lorsque cela était nécessaire. Leur conversation à ce sujet pousse l'empereur et Franz à se remémorer leur jeunesse, notamment l'époque où l'empereur lui-même faisait semblant d'être un prince insipide et incompétent. Maintenant qu'il y pense, l'empereur commence à se rendre compte qu'Arnold lui ressemble peut-être davantage qu'il ne l'avait d'abord imaginé. Il commence également à soupçonner qu'Arnold est peut-être bien plus compétent qu'on ne le croit. Franz envisage alors une autre possibilité. Il se demande si l'augmentation soudaine du nombre de partisans de Léonard ne serait pas en réalité due au fait qu'Arnold le soutient secrètement dans l'ombre. En gardant cela à l'esprit, l'empereur pense qu'Arnold ou Léonard pourraient finir par monter sur le trône. Cependant, Franz doute fortement que l'un ou l'autre parvienne réellement à l'emporter, surtout puisque les autres enfants de l'empereur sont tout aussi talentueux et compétents. En entendant cela, l'empereur est satisfait de savoir que l'avenir du trône semble assuré. Cependant, il y a une chose qui lui déplaît. Il sait que la course au trône finira inévitablement par se transformer en une lutte sanglante entre ses enfants. Pendant ce temps, Léonard a réussi à finaliser le divorce du comte Baels. Il dit même à Arnold qu'il était évident que Baels détestait profondément sa femme, à en juger par la lettre qu'il avait écrite. En entendant cela, Arnold se demande pourquoi Baels l'a épousée en premier lieu. Léonard conseille ensuite à Arnold de faire attention lorsqu'il choisira sa future épouse. Le simple fait d'entendre le mot mariage pousse Arnold à imaginer une situation dans laquelle il devrait choisir entre Elna et Finn. Cette pensée le fait immédiatement rougir et il chasse rapidement cette idée de son esprit en déclarant qu'il préférerait rester célibataire et profiter de sa liberté. Mettant cela de côté, Arnold dit à Léonard qu'il est certain que Zandra cherchera à se venger après ce qu'ils ont fait à ses plans. Arnold soupçonne même qu'elle pourrait essayer d'enlever Finn. Cependant, il n'est pas trop inquiet car il a déjà placé Elna aux côtés de Finn pour la protéger. Par la suite, Arnold arrive au manoir Hamsberg où il rencontre la grande archiduchesse Anna. Ils discutent pendant un moment et Arnold s'excuse d'avoir amené Finn vivre chez eux aussi soudainement. Cependant, Anna lui dit de ne pas s'en faire. Elle demande ensuite à Sébastien de l'aider à préparer du thé et dit à Arnold d'attendre dans la pièce voisine. Malheureusement, Arnold finit par entrer au moment où Finn et Elna sont en train de s'habiller. Elna réagit immédiatement en lui lançant un oreiller renforcé par sa puissance, ce qui l'assomme complètement. Une fois la situation calmée, ils s'installent tous ensemble pour prendre le thé. Elna est toujours contrariée qu'Arnold soit entré alors qu'elle était nue, surtout puisqu'elle n'est toujours pas mariée. Anna suggère alors avec désinvolture qu'Elna et Finn devraient tout simplement épouser Arnold puisqu'il les a déjà vues toutes les deux nues. Cette suggestion fait rougir Finn, mais Arnold rejette immédiatement cette idée en déclarant qu'il n'est pas encore prêt à épouser qui que ce soit. Une fois ce sujet écarté, Anna demande à Arnold de lui expliquer la véritable raison de sa venue au manoir. Arnold explique qu'il veut que Finn reste là-bas bien plus longtemps qu'une seule journée. Il souhaite également qu'elle reste aussi proche que possible d'Elna afin qu'elle puisse être correctement protégée. Anna comprend rapidement que cela a probablement quelque chose à voir avec la lutte pour le trône. Pour cette raison, elle refuse de l'aider. Finn ne comprend pas pourquoi Anna refuse aussi rapidement, alors Elna lui explique qu'Anna a pour règle tacite de ne jamais permettre à leur famille de se mêler de politique. Arnold connaît déjà cette règle, mais il rappelle à Anna que Finn est très cher à l'empereur. S'il devait lui arriver quoi que ce soit, l'empereur serait extrêmement contrarié. Arnold soutient donc que protéger Finn ne signifie pas nécessairement se mêler de politique. Il s'agirait simplement de protéger une personne à laquelle l'empereur tient énormément. Dès qu'Arnold présente les choses de cette manière, Anna accepte immédiatement de l'aider. Arnold la remercie et promet de lui rendre cette faveur un jour. Cependant, Anna souligne qu'il pourrait être difficile pour Elna de rester constamment aux côtés de Finn car elle a sa propre mission à accomplir. Elle est censée servir d'escorte à l'ambassadeur extraordinaire, ce qui signifie qu'Elna devra parfois quitter la capitale. À cause de cela, Elna explique qu'elle ne pourra protéger Finn que lorsqu'elles seront dans la capitale. Arnold considère tout de même cela comme une aide considérable. Elna lui promet alors que tant que Finn sera sous sa protection, elle veillera à ce qu'il ne lui arrive rien. Alors qu'Arnold s'apprête à partir, Finn le rappelle et lui demande s'il pense que Zandra va tenter quelque chose contre lui. Arnold suppose que Zandra engagera probablement un ou deux assassins pour l'éliminer, mais il est déjà préparé à tout ce qu'elle pourrait avoir prévu. En entendant cela, Finn se sent rassuré, sachant qu'Arnold ne se laissera pas prendre au dépourvu. Sur le chemin du retour, Sébastien demande à Arnold ce qu'il compte faire puisqu'Elna ne pourra pas protéger Finn en permanence. Arnold lui explique simplement que, dans ce cas, il devra demander à Sébastien et Marie d'agir dans l'ombre afin de garder un œil sur la situation. Cependant, avant qu'ils puissent aller beaucoup plus loin, Arnold ressent soudainement la présence de l'assassin que Zandra a
envoyer à ses trousses. Il n'est absolument pas surpris et demande simplement à Sébasse de s'en occuper. Quelques secondes plus tard, une boule de feu s'écrase soudainement juste devant la calèche, la forçant à s'arrêter. Arnold descend de la calèche et aperçoit l'assassin qui l'attend. Il lui dit calmement que Sébasse sera là dans un instant pour le neutraliser. L'assassin ne perd pas de temps à attendre, il lance immédiatement un kunai enflammé droit sur Arnold. Mais juste avant que l'attaque ne l'atteigne, est soudainement bloqué par la même aventurière de rang A qu'Arnold avait rencontrée dans le désert. L'assassin avertit la jeune femme de ne pas se mêler de cette affaire, lui disant qu'en intervenant, elle se fera de lui un ennemi extrêmement dangereux. Cependant, la jeune femme répond simplement qu'elle est prête à prendre ce risque. L'assassin lance alors plusieurs attaques de feu et de glace contre elle, mais elle invoque facilement son bouclier et bloque chacune d'entre elles. Cela prend complètement l'assassin au dépourvu. Son bouclier se transforme ensuite en lance. Après l'avoir fait tournoyer dans les airs, elle libère plusieurs puissantes ondes sonores qui perturbent les sens de l'assassin et l'empêchent de réfléchir clairement. Incapable de continuer à se battre correctement, l'assassin est contraint de battre en retraite. Une fois celui-ci parti, Arnold remercie la jeune femme de lui avoir sauvé la vie. Elle regarde alors sa calèche et comprend rapidement qu'Arnold doit être une sorte de noble. Arnold confirme son intuition et se présente. La jeune femme est surprise lorsqu'elle découvre qui il est. Elle s'agenouille immédiatement devant lui et se présente sous le nom de Lynfia. Elle demande ensuite à Arnold s'il accepterait d'écouter ce qu'elle a à lui dire. Arnold l'emmène à l'intérieur du manoir où Lynfia lui explique que les femmes et les enfants de son village sont en train de se faire enlever. Elle demande à Arnold de l'aider à sauver son village. Elle a déjà essayé de faire intervenir le seigneur local, mais cela n'a rien donné. Elle explique également qu'elle est entrée en contact avec Silver et qu'elle est venue jusqu'ici dans l'espoir qu'il puisse la mettre en relation avec quelqu'un d'assez puissant pour l'aider. Cependant, après avoir rencontré Arnold, elle comprend qu'elle n'a désormais plus besoin de Silver. Lynfia explique qu'ils ont déjà engagé des aventuriers pour protéger le village, mais qu'ils n'ont pas assez d'argent pour continuer à les payer indéfiniment. C'est pourquoi elle demande à Arnold de leur apporter un soutien financier. Arnold lui demande alors ce qu'elle compte faire s'il refuse de l'aider. Lynfia répond calmement qu'elle trouvera simplement quelque chose qu'elle pourra utiliser contre lui et donnera tout ce qu'elle découvrira à l'un de ses ennemis en échange de son aide pour son village. En entendant cette réponse, Arnold obtient exactement la confirmation dont il avait besoin. Il comprend que Lynfia serait parfaite pour une autre mission. Puisqu'Elna ne sera pas toujours présente pour protéger Finn, Arnold propose à Lynfia de devenir la protectrice personnelle de Finn pendant qu'il sera absent de la capitale. En échange, Arnold promet de fournir l'argent nécessaire pour continuer à financer les aventuriers chargés de protéger son village. Lynfia est surprise qu'Arnold accepte aussi facilement. Elle se souvient que les gens ne cessent de l'appeler le prince insipide, mais après avoir discuté personnellement avec lui, elle se fait une impression totalement opposée. Sur ce, Lynfia pose sa dague sur la table et promet de protéger Finn au péril de sa vie tant qu'Arnold respectera sa part de l'accord. Arnold se lève et lui tend la main. Tous deux se serrent la main, scellant officiellement leur accord. C'était la fin du 7e épisode. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 8